Ça commence à faire long là, non? Il va falloir que je pense aller chez le coiffeur quand même là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, 157e numéro du menu crowdfunding. On est sur un menu assez intéressant. Pas encore beaucoup de desserts, hein. Je suis assez étonné qu'on arrive à la fin du mois d'octobre avec des semaines avec parfois même zéro dessert, parfois un petit dessert de ci de là. Là je check vite fait avant de véritablement commencer et cette semaine il y aura un seul dessert. En vrai il y aurait peut-être deux, trois jeux qui pourraient y prétendre. Mais bon, c'est mon petit côté aussi subjectif dans ce menu crowdfunding. Hein, vous le savez, entrée, plat, dessert par ordre croissant d'intérêt, avec un subtil mélange de subjectivité et d'objectivité bien sûr. Et donc cette semaine, il n'y en aura qu'un seul. Menu un tout petit peu plus léger peut-être cette semaine que le menu de la semaine précédente. En revanche, la semaine prochaine, accrochez-vous. Ça va certainement être long. Et potentiellement, ça va potentiellement vous faire sortir pas mal de bifetons aussi. Ouais, c'est une semaine qui va certainement piquer un petit peu dans les chaumières. Préparez-vous un petit peu à hypothéquer votre appart, votre maison, tous vos biens, quoi. Quoi qu'il en soit, ça c'est la semaine prochaine. Donc là, on repart sur une semaine un petit peu plus tranquille, avec quand même le potentiel de sortir quelques petits bifetons aussi, soyons tout à fait honnêtes. Mais sans plus tarder, donc, entrée, plat, dessert pour ce 157e numéro du menu crowdfunding. On est parti! On se lance tout de suite dans les entrées de la semaine avec The Dungeonator Die in a Dungeon, le troisième projet de Rollin Kuntz, qui nous vient d'Austin au Texas. Et en fait, il a une seule série en fait, hein, c'est le Dungeonator, et là il sort un épisode un petit peu parallèle, mais disons que avant ça, il avait donc proposé deux premiers épisodes de Dungeonator, donc un générateur de donjons, comme son nom l'indique habilement par ce petit Rodomo. Et là, on va donc utiliser les précédents decks de cartes qui nous permettaient de faire des donjons pour faire un jeu qui se base dessus et qui s'intitule donc Die in a Dungeon. Donc autant vous dire que ça va pas être amical, vous en doutez. Pour l'instant, ça marche plutôt très bien. 812 contributeurs, près de 30 000 euros d'engrangés, 15 jours avant la fin de la campagne, pas de VF. Mais ceci dit, on est sur un jeu avec une assez belle DA pour ceux qui sont fans en tout cas de jeux de dungeon crawler un petit peu sombre, un petit peu gore parfois. On a un joli petit bestiaire, des illustrations plutôt sympatoches, bien dans le style, bien dans l'ambiance, qui va requérir les un ou les deux decks de cartes de Dungeonator précédemment sortis dans ces campagnes que j'ai mentionnées plus tôt. Vous pouvez aussi les ajouter en add-on durant cette campagne-là, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et au-delà de ça, il vous faudra quelques petits dés de différentes formes, comme vous le voyez ici, hein, des D4 jusqu'à D20 par exemple. Et ben simplement, vous allez vous orienter dans des donjons, affronter des monstres, etc. Avec des compétences asymétriques, avec tout un tas de pièces, d'éléments comment dirais-je, de loot, de trésors à aller découvrir, etc. etc. C'est coopératif, c'est pour deux si mes souvenirs sont bons. Voilà, solo ou deux joueurs en coop avec un aspect un peu narratif, même si c'est pas des narrations avec des prompts narratifs qui sont dans un livret de narration avec des interactions, etc. Non, c'est plus linéaire, on va dire, influencé par les événements, certes, mais tout de même. Mais ça a l'air d'être relativement léger en termes de narration, c'est ça que je voudrais vous dire au final, quoi. Mais voilà, belle petite DA. Avec en plus de ça un contenu extrêmement ramassé en termes de composants, puisque il vous faudra juste 2-3 decks de cartes en gros en termes de taille, c'est tout ce que ça prend, et puis quelques dés, etc. Mais ça, vous avez généralement tous des dés un petit peu à la maison d'aussi de là. Donc ça devrait pas être trop un problème. Mais bon, encore une fois, jolie petite DA, un jeu qui en plus de ça est relativement abordable, puisque si vous le prenez en PDF, vous avez une version genre à 5 ou 10 dollars, je crois, un truc comme ça. Et même si vous le voulez en en physique, je sais plus exactement, c'est la Rewards éventuellement, Digital, ok, Physical Deck, 18 dollars. Ensuite, Physical Die in a Dungeon plus Digital, donc c'est Digital plus physique, 25 dollars. Bon. Ensuite, c'est des petits pledges mécénat 333 dollars, mais ça on s'en fout un petit peu. Et en add-on, donc on peut aussi ajouter les decks qui nous permettent justement de faire les decks, enfin de pas faire les decks, mais de faire les donjons que j'ai mentionné un petit peu plus tôt et qui faisaient l'objet des campagnes précédentes de l'éditeur. Voilà donc pour The Dungeonator Die in a Dungeon, 812 contributeurs quand même, beau résultat, 15 jours avant la fin de la campagne.
On reste sur quelque chose de sombre et de dégoulinant avec Psycho Killer The Expansions, extension au pluriel de Psycho Killer que j'avais déjà abordé dans un menu crowdfunding il y a assez longtemps, si mes souvenirs sont bons. Psycho Killer, c'était la première tentative, la première campagne, disons, sur Kickstarter de Michael Wilkinson à l'époque. Et c'était quand allons voir un petit peu, c'était 2020. 2020. Pourtant, je suis persuadé d'en avoir parlé, et pourtant 2020, il n'y avait pas encore la chaîne. Donc je raconte une bêtise. Peut-être un titre similaire, j'imagine. Mais il me semblait en avoir parlé. Bon, quoi qu'il en soit, apparemment non, j'en avais pas parlé. Mais Psycho Killer, à l'époque, avait fait 332 contributeurs. Et actuellement, cette extension, on est déjà à 300 contributeurs. Après 3-4 jours de campagne, donc on va largement dépasser le score de la première campagne, et c'est plutôt agréable, j'imagine, pour Michael Wilkinson et son éditeur, donc Escape Tabletop Games. Ok. Ça nous vient d'Australie, c'est plutôt rare pour être signalé également, et c'est un jeu un petit peu, bizarrement, un petit peu à la... j'ai perdu le nom, un de ce jeu très célèbre, avec des licornes. C'était pas Unstable Unicorns, un truc comme ça. Bref, un jeu de gestion de main, de Take That, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des petits twists de ci de là, bien évidemment, avec une thématique aussi beaucoup plus sombre, et avec ici cette campagne, plusieurs petites extensions qui sont faites plus ou moins des modules qui vont venir un petit peu apporter de la variabilité, de la rejouabilité à un jeu d'origine qui était beaucoup plus classique, on va dire. Je vais pas rentrer dans le détail de chacune des extensions, mais elles vont chacune amener des petits twists de ci de là. On a vu par exemple Nightmare Street, ensuite on a Crime Time, donc chacune de ces extensions va apporter son propre matériel, ses propres cartes, etc. On a Occult Classic également, on a quoi ici, Bloody Mary 2, Bloodier and Merrier, et puis on en avait un dernier je crois, c'était ça, Bootleg Booster. Bref, chacune de ces petites extensions qui va apporter son lot de matériel supplémentaire pour enrichir un jeu qui avait marché modérément, hein. C'était 300 contributeurs à l'époque, mais ça va les dépasser assez largement. Peut-être que le jeu a su, par le bouche à oreille, se faire une petite réputation. Il fera vraisemblablement aux alentours de 600-700 contributeurs sur cette campagne. Pas de VS ceci dit pour Psycho Killer et ses 5 nouvelles extensions. Une semaine c'est les chats, une semaine c'est les chiens. Non, en réalité c'est plutôt 3 semaines d'affilée c'est les chats, et de temps en temps c'est les chiens. Mais bon, vous aurez compris, les animaux de compagnie font vendre, quoique, pas toujours en fait. On le voit ici avec Treat Please, les chiens sont moins vendeurs que les chats peut-être, parce que là, le jeu est pas vilainement illustré, et pourtant 70 contributeurs seulement. Le jeu peine, avec un seuil de financement à seulement 9000 €, il n'arrive pas à financer. Il est à peu près à 65% du seuil de financement, donc ça galère un petit peu. C'est pour 13 ans et plus, à mon avis c'est jouable beaucoup plus tôt que ça en réalité, mais c'est juste une question de test de sécurité. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 30 à 60 minutes la partie, et c'est donc un jeu où vous incarnez des chiens, et vous allez chercher à attirer l'attention et surtout l'affection de vos propriétaires en en vous octroyant des cartes qui vous donneront des traits, des capacités en fait, hein, genre être super mignon, se mettre sur ses 2 pattes arrière sur le sofa pour attirer l'attention sur d'autres choses là, bref, des petits mécanismes de deck building relativement classiques, de gestion de ressources également, et comme je l'ai dit, donc attirer un maximum l'attention et l'affection de vos propriétaires pour être le plus mignon des chiens autour de la table. C'est 29 $ pour le pledge de base, et sinon on a des pledges mécénat pour ajouter son propre chien dans le jeu, sur le connerie là, mais ça on s'en fout un petit peu. Voilà donc pour ce qui est de Treat Please, qui est également le 7e projet de Solis Game Studio. Je disais premier parce que 70 contributeurs généralement c'est un contributeur qui a du mal à s'installer ou qui s'est pas encore du tout installé. Là pour le coup 7e projet qui s'est fait avant. Ah oui d'accord, ok, c'était les mecs de Pocket Paragons. Oui, c'est vrai qu'ils font toujours des résultats assez modestes ceci dit, donc pas de surprise pour autant. Peut-être que pour Massive Verse Fighting, ils avaient fait un petit peu mieux. J'en avais parlé au début de l'année, sincèrement.
802 contributeurs, c'était pas si mal. Mais donc pour le reste, c'est généralement assez moyen. Et là, Trade Please, c'est même au-delà du moyen. On est plutôt sur un score un petit peu médiocre pour l'instant. Ça devrait pouvoir financer si tant est qu'il laisse la campagne aller jusqu'au bout. Alors là, non, désolé. Bon, vous faites une campagne quand vous êtes un tout petit éditeur. Sur GameFound, déjà, première erreur, j'ai envie de dire. Bon, Greeneville, ok, vous faites ce que vous voulez avec le titre, pas mal. You Want to Live Here. Visuellement, je suis désolé, mais non, pas tant que ça, hein, j'ai pas tellement envie d'emménager là-bas, hein, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est un peu illustré avec le fion, hein. Bon après, ça vient d'un mec qui sait maximum dessiner un bonhomme en bâton. J'ai à peu près ce talent-là en termes d'illustration. Mais quand même, ça va pas durer visuellement, donc You Want to Live Here, non, clairement pas. Mais ceci dit, pour l'instant, pour un petit éditeur, Rudy 3, je sais même pas d'où ça vient, sur GameFound qui plus est, dans des semaines assez chargées, 188 contributeurs, en vrai, c'est pas si mal. 19 jours avant la fin de la campagne, le projet est financé avec près de 15 000 € actuellement. C'est pour 2 à 6 joueurs pour des parties beaucoup plus longues que ce qu'on pourrait penser quand on regarde juste l'aspect visuel. C'est quand même 2 heures la partie. C'est un jeu qui mêle différents mécanismes tels que le placement d'ouvriers, la gestion de ressources, ça va souvent de pair, la construction et l'extension de son propre territoire, donc un petit peu d'aspect de gestion de contrôle du territoire, on va dire, de gestion économique également, de développement urbain, on va dire, et surtout, il y a un aspect matos plutôt chatoyant, à côté d'une DA plutôt faite avec les pieds, par un cul de jatte. Donc voilà, je suis pas hyper convaincu, je regarde juste pour voir Rudy d'où ça nous vient, mais en vrai je sais même pas. C'est plus pratique pour Kickstarter ça, de savoir d'où ça vient. C'est rare que Kickstarter fasse mieux certaines choses que GameFound. En même temps c'est pas très important d'où ça vient. Might be named Game of the Year, it's that kind of game. Rado décidément, le mec sait plus quoi dire quoi. Déjà, bon, toutes ces reviews sont absolument positives, mais might be named Game of the Year, donc il se pourrait que ce jeu soit nominé au jeu de l'année. Il le dit quand même 47 fois par an, donc je sais qu'il y a beaucoup de nominés, mais quand même, faut pas déconner. Quoi qu'il en soit, on continue. Voilà, l'aspect visuel, clairement, bon, c'est moche. Voilà, c'est très amateur, on va dire ça comme ça. Je ferai clairement pas mieux, mais voilà, ça me vend pas du rêve. Et la tulipe n'est pas à 40 degrés, elle n'est même pas à 12 degrés. C'est pas la grande forme. Mais bon, en même temps, il y a des pièces de métal, il y a du plastoc un peu partout. J'ai envie de dire qu'il y a un mélange de composants pas dégueu, mais accompagné par une DA qui, elle, l'est un petit peu, et du coup, le jeu est assez étrange. Il y a une sorte de petite ovni quelque part, là, sur cette campagne. Je ne me l'explique pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment, des pièces de métal, ok, très cool, de l'explication, etc. Il y a du petit kilo plastique par-ci par-là, des petits plateaux double épaisseur, etc. Et le reste, c'est vraiment la DA faite par un enfant de 5 ans, qui dessine quand même mieux que moi, hein, bien évidemment, mais quand même. C'est pas beau quoi. Donc vous me direz ce que vous en pensez, hein, les rewards rapidement, version Deluxe, qui est en fait la version de base dans la campagne, à 59 €, et sinon version Deluxe avec le bonus pack qui vient ajouter donc encore plus de deluxification avec des pièces de métal, avec des petits sacs, etc. Là c'est 87 € pour Greeneville Deluxe. You Want to Live Here, toujours pas malgré ces 3-4 minutes passées ensemble, mais ceci dit qu'il y a quand même près de 200 contributeurs sur le projet, et ma foi, c'est plutôt pas si mal pour un primo-éditeur sur GameFound, 19 jours avant la fin de la campagne. Là, pour le coup, on a une page en français parce que c'est le nouveau projet de Chacos qui est également sur GameFound. Chacos avait fait d'autres projets, mais c'était plutôt sur Kickstarter, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est leur premier projet sur GameFound, petit déménagement toujours un petit peu risqué et qui se ponctue par une influence assez faible, hein, 104 contributeurs en fin de première semaine. C'est pas hyper prometteur. Il reste 19 jours avant la fin de la campagne. C'est financé, mais financé à perte peut-être un petit peu pour l'instant. Hein. Et donc c'est Rex Britannorum, entre 55 et 54 avant Jésus-Christ. Jules César débarque au sud de l'île de Grande-Bretagne, alors appelée Britannia. Ainsi débute l'établissement de premières relations de pouvoir entre Rome et les différents royaumes bretons, etc. etc. Je vais pas tout vous lire parce que toute la page, évidemment, est en français. Et en plus, pour une fois, c'est pas de l'IA, parce que vous savez que parfois, vous pouvez changer de langue sur GameFound, et il y a une partie qui peut être faite par de l'IA par exemple, sauf quand l'éditeur fait lui-même la page, ce qui est le cas a priori ici pour Rex Britannorum.
et donc deviendrez-vous le prochain Rex Britannorum, donc le leader de Britannia à l'époque de Jules César. Donc on est ici sur un jeu de gestion, de contrôle de territoire, on va dire, pour 1 à 3 joueurs, qui est un décompte un petit peu particulier, pour 60 minutes la partie. On vous mentionne ici un 2-player également, donc peut-être qu'il y a un mode 1 contre 1 exclusivement, mais sinon le 1 à 3 me semble un petit peu étrange, un peu se mettre le cul entre deux chaises, mais bon, pourquoi pas. Jeu hautement stratégique, de possession de territoire, bien évidemment, avec un petit peu de gestion de main également. Ça coûte pas extraordinairement cher en plus, on a une copie à 34 €. Sinon, Futur Duc et Roi, ça vous permettra de mettre la main sur Rex Britannorum ainsi que sur Braise 1341. Et puis après, ma foi, c'est des pledge boutiques, donc plus pour les gérants des dites boutiques. Voilà pour ce qui est donc de Rex Britannorum, je le mentionne à peine puisque vous l'avez vu, hein, la page est en français directement, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi pour en avoir plus d'informations. Donc pour Rex Britannorum, encore une fois, hein, 104 contributeurs, 5600 € d'engrangés pour l'instant, bien sûr avec une VF, je ne l'ai pas peut-être dit pour l'instant, mais ça semble assez évident puisque ça vient de Chacos. Les amateurs de train et les nostalgiques des années 90 pourraient être ravis de cette nouvelle. Empire Builder Europe revient après une sortie en 1990, certainement d'autres éditions par la suite que j'ignore, hein, je ne connais pas le jeu à la base. Il revient donc en 2024 ou plus probablement en 2025 pour ce qui est de la livraison pour donc Empire Builder Europe. Et pour l'instant, ma foi, la campagne se passe plutôt pas mal, avec 650 contributeurs, 50 000 € d'engrangés, 21 jours avant la fin de la campagne. On est sur un classique apparemment, mais encore une fois, je ne le connais pas, donc à quel degré de classicisme parle-t-on ici, je ne sais pas exactement. Quelque part, on s'en fout, mais simplement, c'est une version revue et corrigée, avec un matos beaucoup plus soigné. On va voir ça très très brièvement. Alors bon, vous le voyez ici, hein, on est avec une carte de l'Europe et on va faire des réseaux ferroviaires et c'est du pick-up and deliver. En gros, hein, vous allez recevoir des commandes avec différentes villes parsemées dans les différents pays de l'Europe sur la carte que vous voyez ici avec plein de petits pointillés, qui vont être utiles puisqu'il va falloir connecter différents points avec des crayons. Oui, des crayons. Sur cette carte. Et donc, je vous l'ai dit, hein, pick up and deliver, vous aurez des cartes de commande, livrer tel type de ressources de telle ville à telle ville, etc. Et bien sûr, on va faire des points en fonction de l'efficacité, de l'efficience de notre réseau, avec des événements qui vont pouvoir aussi impacter la partie en cours. Et puis donc, je l'ai dit tout à l'heure, un matériel un petit peu plus soigné que lors des précédentes versions du jeu, y compris des plateaux double épaisseur, des billets de meilleure qualité, des petits jetons en c'était quoi, en bois ou en plastique, je ne sais plus, j'ai oublié de regarder tout à l'heure. Mais bref, même des crayons qui sont apparemment de meilleure qualité également que lors des précédentes éditions. Mais donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Jeu de pick up and deliver avec un aspect aussi, donc quelque chose and write. Là du coup c'est pas des roll and write, mais je sais pas, quelque chose and write, bref. Pick up and delivery and write, on va inventer des termes. Voilà, le pledge de base est à 45 $, un pledge de deluxe à 74, et je crois que c'est après la seule différence entre les pledges qui existent, hein. Il n'y a que 2 pledges me semble-t-il, mais le problème c'est que on met pas tellement en avant la différence entre les pledges en termes de contenu, et ça c'est quand même un tout petit peu dommage. Il n'y a pas vraiment moyen de voir la différence, peut-être en allant ici. On a un peu plus d'informations, j'imagine, mais en vrai, pas tant que ça non plus. Il y a des composants facultatifs que l'on voit ici, mais lesquels? Donnez-nous des infos, et ça en manque un petit peu. Mais de toute façon, pas de VF, donc j'imagine que ça n'intéressera pas grand monde. Mais donc, réédition de Empire Builder Europe, 647 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne. Là, pour le coup, je vais faire très très court, parce que c'est un projet dont on avait déjà parlé dans le menu, je crois, j'ai regardé tout à l'heure, hein, avant de filmer, le 26 novembre, si mes souvenirs sont bons, 26 novembre 2023, ça remonte. Ah non. Et du coup, second projet de Rhapsody Games, mais en fait c'est le même. Vous le voyez ici, Monarchs of Camelot. Il avait pas financé à l'époque.
Pourtant, on était sur un jeu qui a une belle couve, une belle présence sur table, encore visuellement, même si la DA pouvait ne pas plaire à tout le monde, très clairement. Mais ils avaient annulé assez rapidement devant justement le manque d'impact de la campagne, le manque de traction de la campagne. 181 contributeurs à l'époque, ça n'avait pas suffi bien évidemment à chercher le seuil de financement qui était à 25 000 euros. Là, le seuil de financement est à 12 000, donc bien sûr c'est beaucoup plus facile, et il est atteint avec 13 000 pour l'instant. 230 contributeurs, ceci dit, c'est plus qu'à l'époque, donc on peut dire que c'est un bilan un peu plus positif, mais ça reste quand même très 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 léger pour Monarchs of Camelot, qui est donc le second projet, en fait c'est le premier, mais réitéré, de Rhapsody Games, qui nous vient de Grèce. Et donc bien sûr, le jeu vous propose de prendre la suite d'Arthur, hein, le roi est mort, et donc il faut bien évidemment le remplacer. Mais pour en apprendre plus sur Monarchs of Camelot, encore une fois, je vous l'ai dit, 26 novembre 2023, menu crowdfunding, là je ne sais plus le numéro, est-ce que je l'ai gardé quelque part? Non, je l'ai effacé déjà. Donc vous pourrez éventuellement aller voir, et sinon, si vous avez la flemme, parce que vous avez le droit d'avoir la flemme, en previews, on a bien sûr notre très cher Nyx, qui en avait fait une vidéo à l'époque, c'est pas une nouvelle vidéo, elle a déjà quelques mois, elle a déjà un an quasiment, mais qui en avait parlé à l'époque, et du coup il nous avait dit notamment que sans jamais plaquer son thème sur des mécaniques subtilement assemblées, Monarchs of Camelot ajoute à son versant euro une vraie ambiance d'intrigue de cours. Donc il avait plutôt parlé en bien du projet grec. Reste à voir si son avis resterait le même aujourd'hui, ça ma foi je ne saurais pas vous le dire, mais donc il y a éventuellement matière à en apprendre plus concernant le jeu, que ce soit sur le menu crowdfunding du 21 novembre, donc à l'époque 2023, ou sur la vidéo de Nyx qui vous en apprendra bien plus, bien évidemment que je ne saurais le faire sur ce court passage. Voilà donc pour Monarchs of Camelot, qui est financé pour l'instant avec 230 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne. C'est donc pour 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur autour de la table, donc environ 60 à 120 minutes la partie. On enchaîne les jeux qui ont connu une première campagne soldée par un échec, puisque après Monarchs of Camelot, on va parler d'un autre monarque, mais lui qui règne sur une usine. Il s'agit de Robotopia, avec ce leader un petit peu, comment dirais-je, dictateur, le robot dictateur, on va dire, qui écrase tous les autres robots de l'usine, et donc vous allez essayer de mener la rébellion des robots face à un autre robot. C'est un petit peu le, comment dirais-je, is no good, quoi, hein, le calife à la place du calife. Et donc eux aussi avaient fait une première campagne, mais pas sous ce nom-là. Hein, il y a un petit peu de tromperie sur la marchandise, là on veut cacher son échec. Hein, chez Jelly Bean Coffee Bean, Bean Games, puisque en fait Robotopia avait déjà connu une campagne. Alors je vais essayer de vous la retrouver. C'était déjà sur Kickstarter à l'époque, si mes souvenirs sont bons. On va regarder tout de suite. Robotopia, à moins qu'ils aient changé le nom, etc. Non, voilà, c'était ici. Cancelled. Donc, à l'époque, 212 contributeurs. C'était quand? Rapidement, c'était en 2021. Waouh, ça remonte, je pensais que c'était plus récent que ça. Ça fait 3 ans que Robotopia avait été proposé. En même temps, c'est un jeu qui date en réalité de 2020, puisqu'il a reçu un prix dans un concours de prototype en 2020, avant de tenter sa chance en 2021. Ça s'est soldé par un échec, vous le voyez, annulation à 212 contributeurs. Ils avaient un solde, enfin non, pas un solde, mais un objectif de financement à 46 000 euros. Désormais, il n'est plus que de la moitié, 23 000 euros, donc c'est plus facile effectivement, mais ça galère toujours autant. Comme quoi, même quand vous recevez des prix dans des concours de prototypes, ça ne garantit vraiment pas du tout le succès. Et pourtant, Robotopia, il a pas l'air vilain, hein. Visuellement déjà, ça présente plutôt pas mal, il y a une belle production, les composants sont plutôt clean, on a des petits robots tout mignons avec du screen print, le plateau central, les couleurs sont plutôt sympatoches, le gameplay a l'air d'être assez intéressant, on est sur un jeu qui, sans être expert, est un jeu initié plus, on va dire, de placement d'ouvriers avec une forte variabilité, parce que on voit que sur les différentes zones, donc rouge, vert, bleu, blanc du plateau central, on a 3 tuiles à chaque fois qui vont venir changer d'une partie à l'autre, et ce sont des placements d'ouvriers. Donc en fait, les zones de placement d'ouvriers vont être différentes d'une partie à l'autre, et surtout vous avez des ouvriers spécialisés
qui vont vous permettre d'activer les zones en question de manière un petit peu différente. Les petits robots jaunes un petit peu de base, ils vont faire une activation assez faible d'une seule des 3 tuiles. Le rouge un peu plus conséquent, par exemple, il va potentiellement lui activer 2 zones, puis le vert plus conséquent va activer les 3, ce genre de choses-là. Donc il y a pas mal de mécanismes assez intéressants. La pose d'ouvrier bien évidemment, mais également la gestion de ressources qui en découle. C'est pour des parties de 75 à 90 minutes, donc on est sur comment dirais-je, une durée relativement classique dans ce genre de jeu-là, initié plus on va dire. Et c'est pour 1 à 5 joueurs, avec une thématique en plus de ça toute choupie, hein, donc les robots qui veulent se rebeller contre le Grandmaster Robot en gros, donc le grand vilain dictateur robotique. C'est plutôt cool, j'ai envie de dire que la campagne est plutôt bien présentée en plus de ça. Et pour autant, ça galère vraiment méchamment, hein, ça ne marche pas du tout. Il y a plusieurs petits trucs assez intéressants, il y a même un petit peu de, comment dirais-je, d'influence quasiment politique dans le jeu en fonction des factions, etc. Au-delà de la simple gestion de ressources et du placement d'ouvriers. Donc non, Robotopia, il a l'air d'avoir quand même pas mal de choses à mettre en avant, mais ça ne prend pas. Pourtant, en plus de ça, le prix est quand même relativement abordable. On est sur une version de base à 55$, alors sans tout ce qui est screen print, bien évidemment. Et ensuite, une version deluxifiée à 79 qui vient ajouter donc la sérigraphie sur les meeples, ainsi qu'une sorte de micro-extension intitulée Factory Overdrive par exemple. Et on a même une All-in Edition à 130 qui là s'accompagne de pièces de métal, de néoprène pour tous les joueurs et de tuiles en acrylique transparent, donc pour voir ce qui se trouve derrière également. Donc non, c'est vraiment pas mal en termes de propositions. Alors c'est vrai que la version de base est plutôt accessible, les autres sont un poil plus chers peut-être effectivement, mais c'est un jeu qui me semble un peu prometteur quand même. Et non, ça ne prend vraiment pas, donc je serais curieux de voir un petit peu vos retours en commentaire pour m'expliquer ce que vous en pensez, pourquoi l'échec de Robotopia, avec actuellement donc 190 contributeurs, ceci dit, échec relatif, puisque d'ici à ce que la vidéo soit postée sur YouTube, il n'est pas impossible que la campagne soit financée. Il reste 2 jours avant que je ne poste la vidéo, donc c'est pas tout à fait impossible. On devrait pouvoir aller chercher le financement, mais ce sera pas un grand succès pour autant. Cat Pax est de retour sur Kickstarter. On parlait tout à l'heure des chiens, des chats, etc. Bon, les chiens ont encore perdu malheureusement, hein. Je préfère les chiens, je vous le dis d'office, d'emblée. Je préfère les chiens aux chats, même si j'aime bien les chats aussi. Et donc Cat Pax a mieux vendu que Treat Please tout à l'heure, hein, dont on avait parlé. 167 contributeurs, mais en même temps l'avantage de Cat Pax, qu'il a déjà connu une sortie sur Kickstarter via All or None Games, éditeur suédois, qui a proposé pas mal de campagnes. Plus récemment, on avait vu notamment Betwixt and Between, Hidden Ark, par exemple, qui avait l'air d'être au niveau gameplay plutôt sympa, visuellement beaucoup moins convaincu en revanche. Mais donc, il y a un peu plus longtemps, ils avaient déjà proposé 4 packs, mais c'était peut-être pas sur Kickstarter à l'époque. Ou alors c'était porté par un autre éditeur à l'époque, mais il me semble que j'en avais déjà parlé par le passé. Bon, en même temps, il y a tellement de jeux sur les chats que je me mélange peut-être un petit peu les pinceaux. Quoi qu'il en soit, 4 packs avait déjà connu une sortie, et c'est donc une extension sur la thématique de Halloween, bien évidemment. Whiskers in the Night, ça doit être une sorte d'allusion à Whispers in the Night, qui est une chanson de... je ne sais plus pour le coup. Mais bon, aucun intérêt. C'est pour combien de joueurs ce truc déjà? 1 à 4 joueurs. Pour des parties de 45 minutes, et c'est pour du 8 ans et plus, donc un jeu très accessible, avec des règles en français en version numérique. Pour rappel, 4 packs, c'est donc un jeu où vous allez créer votre grille de petits chatons plus mignons les uns que les autres, sauf dans cette version Halloween, c'est beaucoup moins mignon, et vous le voyez, il y a des points, des actions différentes en fonction des cartes, bien évidemment, et puis aussi sur les côtés, ou en haut et en bas aussi d'ailleurs, des petites, des petits icônes, des semi-icônes, que vous devrez essayer de compléter avec d'autres chatons de votre grille pour construire des synergies en fait, et c'est celui qui aura la plus grande collection de cartes de chat qui l'emportera à terme en équilibrant autant que faire se peut les actions que vous fournissent les chats en question ou le scoring qu'ils vous fournissent, etc. tout en pensant bien évidemment aux synergies obligatoires, parce que de toute façon pour poser une carte à côté d'une autre il faut que la synergie soit faite au niveau des logos. Voilà, pour ce qui est des rewards, rapidement, les niveaux de pledge, c'est pour les returning cats, donc ceux qui ont déjà le jeu de base, c'est 10€, donc vraiment très abordable. 22€ pour l'extension plus un playmat. Pour ceux qui n'avaient pas le jeu de base,
C'est 30 € pour avoir le jeu de base ainsi que l'extension, 43 si vous voulez aussi la deluxification. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Cat Packs Whiskers in the Night. 175 contributeurs, 22 jours avant la fin de la campagne, et c'est financé avec 4000 € pour l'instant. En vrai, celui-là, je le mentionne juste parce que c'est japonais. Soyons tout à fait honnêtes, je le mentionne parce que c'est japonais. Parce qu'en vrai, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Il s'agit de Yuru Tarot, ou Yuru Uranai en japonais apparemment. Un petit jeu de party, d'ambiance, sur base de cartes de tarot très très mignonnes pour le coup. Ça a tout de même attiré 73 contributeurs pour l'instant, 4320 € d'engrangés 24 jours avant la fin de la campagne pour ce projet qui nous vient de Ryoko Yabuchi, que j'avais croisé au Tokyo Game Market au début d'année si mes souvenirs sont bons. Et avant ça, elle avait déjà proposé Yura Yura Penguin, qui est un jeu qui est vendu en boutique ici d'ailleurs, mais également The Fashion Game, là pour le coup je m'en souviens plus. J'ai peut-être mentionné dans le menu crowdfunding il y a assez longtemps, ça me dit quelque chose vaguement. Quoi qu'il en soit, elle revient avec donc Yuru Tarot, un petit jeu de tarot tout mignon. C'est vrai que visuellement, le jeu est très joli. Donc c'est amateur de jeux de tarot, ma foi, pourquoi pas. Ceci dit, il y a aussi un set de règles pour y jouer qui ne sont pas celles du tarot. Mais donc il y a un vrai jeu derrière aussi. Mais bon, si je le prenais, ce qui ne sera pas le cas, ce serait éventuellement plutôt pour la DA qui est quand même très très mignonne. Et c'est assez original d'avoir un jeu de tarot avec des illustrations de ce genre-là. Donc ma foi... C'est surtout pour ça, je trouve que le projet a un intérêt relativement modéré, ceci dit, comme on peut le voir ici, 73 contributeurs uniquement, la campagne ne prend pas un envol, enfin on est plutôt sur de la rasemote. On continue avec Galen's Game Mintin Series. Vous connaissez peut-être Galen Games, on en avait parlé par le passé dans le menu crowdfunding pour son jeu précédent qui était avec des snipers. C'était quoi déjà? Super Snipers, justement. Super Snipers, Xavier en avait fait la VF en version numérique uniquement, mais c'est un jeu qui avait eu aussi lui un prix, finaliste, pas la victoire, mais finaliste du Edison, donc un grand concours de prototypes aux États-Unis. Et pourtant, il n'avait pas fait une campagne couronnée de grands succès, 432 contributeurs uniquement. C'était pas un énorme succès. J'avais fait une partie avec Xavier il y a quelques mois. Ça avait l'air pas mal. Ça m'avait pas non plus rendu fou, quoi, clairement. Mais bon, il y avait des bonnes idées, disons. Côté Tetris, avec une thématique sniper, c'est assez original en tout cas. Et donc il nous revient avec une approche bien plus, comment dirais-je, classique, j'ai envie de dire, puisque là on est parti sur des très 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 petits jeux, très peu de composants, ça tient dans des mint tin, donc des petites boîtes de pastilles à la menthe, quoi, en gros. Et donc il y a deux séries différentes en fait, une stratégique, une gros baston duel quoi, 2 24 $, 4 40 $, donc c'est des tout petits jeux vraiment très très peu onéreux, très facilement transportables, et ça trouve toujours un petit peu son public ce genre de choses là, parce que justement c'est transportable, parce que c'est très accessible, et pour autant c'est pensé pour être une expérience de jeu assez complète, assez profonde, malgré la taille. C'est justement ce qu'il dit un petit peu au début de la campagne, on en parle ici. Il aime bien l'aspect contrainte de créer un jeu profond malgré une taille très réduite et très peu de composants. Pour l'instant, près de 400 contributeurs sont massés sur le projet. 13 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé, 25 jours avant la fin de la campagne. On a donc deux bundles, le Battle Bundle, c'est plus des jeux de conflit, de duel, et puis on a le Strategy Bundle, c'est quand même du 1 contre 1 malgré tout, mais un petit peu plus stratégique, mais beaucoup moins rentre-dedans, on va dire. Interaction peut-être présente, mais moins rentre-dedans. Et sinon, on peut aussi prendre le bundle total, bien sûr, pour 40 $. Donc, très brièvement, on a donc Dice Clash. Dice Clash, pardon. C'est un jeu avec différents personnages légèrement asymétriques et des dés. Vous allez vous confronter à votre adversaire qui lui aussi va prendre un autre personnage, donc un petit peu asymétrique. On va placer du dé, ça va activer des effets. Il y a un ultimate, un petit peu façon Dice Throne, on va dire. Une fois que votre adversaire est entre guillemets vaincu, et ben il n'est pas vraiment vaincu, il va juste retourner sa carte. Voilà, bon, on va le voir un petit peu ici, je crois. C'était Adrénaline, c'est ici. Il retourne sa carte une fois qu'il est entre guillemets vaincu. En fait, il est juste mis à terre une première fois. Et là, l'adrénaline joue son rôle. La carte se retourne, il devient encore plus puissant. Et donc, il y a un mécanisme de catch-up. On peut revenir un petit peu sur le retard emmagasiné parce que notre personnage devient plus puissant. Mais ceci dit, l'adversaire aussi, une fois que vous l'aurez mis à terre une première fois, lui aussi va choper de l'adrénaline et sera plus puissant également.
Ensuite, on a le deuxième projet qui est de Mintin Monster Mashup, où là on va créer des chimères, quoi, des monstres hybrides avec deux parties, genre une partie dinosaure, une partie kraken par exemple, et pareil, on va les faire s'affronter. Ensuite, le Strategy Bundle est composé de deux jeux, Heritage Farms, un jeu de déplacement d'ouvriers plutôt, de gestion de ressources, de pick-up and deliver également, avec des petits bonus. Et puis également, il y a Verdant Horizon, où là on est sur un jeu de construction de tableaux, on va dire, et de cette collection également, un marché aux cactus. Vous vous déplacez avec votre petit camion, vous chopez des cactus, vous scorez à la fin de la partie. Je ne me suis pas vraiment plongé dans les règles pour voir quels sont les petits twists qui le rendent potentiellement intéressant. Donc je ne saurais pas tellement vous en dire plus à son propos. Mais voilà, une thématique assez intéressante de collectionner des cactus. Je trouve ça original au moins. Donc pour l'instant, 384 contributeurs, je vous l'ai dit, 24$ pour 2, 40$ pour les 4 éventuellement. Il reste 25 jours avant la fin de la campagne, il n'y a pas de VF durant la campagne, mais ce sont des jeux qui à mon avis devraient avoir un set de règles très facile à traduire. Xavier avait traduit leur précédent projet, peut-être qu'il sera contacté par comment il s'appelle déjà, Galen McCown, ouais ça, McCown, pour s'occuper de ces 4-là, je ne sais pas, on verra bien, mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas de VF. L'échec critique de la semaine, c'est Mission Amazonia, un jeu coopératif pour 40 à 60 minutes, pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement abordable, et où on est censé protéger les différents animaux en danger de la forêt amazonienne, mais il n'y a pas grand monde qui a envie de le faire, clairement. 53 contributeurs, on est loin du seuil de financement, 27 jours avant la fin de la campagne, ça risque d'être très très compliqué, et pourtant, bon, l'illustration de base est plutôt engageante, c'est pas vilain, mais bon, après, une fois qu'on rentre un peu plus dans le dur du projet, c'est pas diablement joli non plus, mais ceci dit, il y a un truc assez intéressant là-dedans, avec ce petit livret à fascicules avec les différents chapitres, donc les différentes parties que l'on va devoir mener pour espérer justement mener notre mission à réussite, on va dire. Les illustrations sont globalement plutôt jolies, il y a des plateaux de joueurs également qui sont disponibles. Ensuite, c'est masse de cartes, des cartes d'action, des cartes de personnages, etc., avec un petit peu d'asymétrie, et également des cartes de mission. Non, j'ai envie de dire que globalement, le projet, bon, c'est vrai que ça sent un petit peu l'amateur qui se lance un petit peu, mais en réalité, c'est leur deuxième projet, un éditeur suisse qui plus est. Deuxième projet après Tanz der Bienen Dancing Bees, mais là, ça me dit absolument rien. Et donc, ça sent un petit peu l'amateurisme, certes, mais c'est le bon amateurisme qu'on a envie de soutenir un petit peu quand même. Le projet a l'air d'être relativement intéressant, mais vraiment, juste, ça prend pas du tout, quoi. Un petit peu dommage. Et ça coûte combien, juste par curiosité? C'est peut-être aussi là que le bas blesse. Rewards. Alors, c'est combien? 49. Non, même pas. En vrai, c'est pas si cher que ça. Donc non, c'est juste un petit éditeur qui peine à se faire de la place, qui n'a peut-être pas communiqué suffisamment en amont. Et puis, ça, c'est vrai que octobre, novembre, c'est assez chargé, c'est vrai. Mais quand même, c'est un jeu qui aurait pu trouver un peu plus de contributeurs que ça à mon avis. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication sur le projet aussi. Allez savoir. Petit jeu du chat et de la souris, Burn Redux revient sur Kickstarter. Je voulais... Petit jeu du chat et de la souris avec le retour de Burn Redux sur Kickstarter. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est la semaine des secondes chances. On avait déjà 2 ou 3 projets qui se relançaient sur Kickstarter après un premier échec. C'est le cas également pour Burn Redux de Stone Circle Games. Il l'avait tenté au début de l'année, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'était annulé en mars 2024, donc ouais, c'était au début du printemps dernier, on va dire. 147 contributeurs, et la campagne n'avait pas été annulée, elle avait persisté jusqu'au bout de la campagne, mais juste le financement n'avait pas été réussi, n'avait pas atteint son seuil de financement à 13 860 € à l'époque, 150 contributeurs malgré tout, et ben ça se passe pas tellement mieux, hein. Il reste 28 jours avant la fin de la campagne, mais on peine à atteindre les 100 contributeurs, même si on a baissé un petit peu le seuil de financement, ça galère toujours un petit peu. Pour l'instant, on n'est même pas à 50% pour donc ce petit jeu de 2 joueurs, hein, uniquement, exclusivement 2 joueurs. Combien de temps par contre ça, j'ai perdu les infos, ou alors elles sont juste pas écrites, auquel cas,
grosse erreur, grosse erreur. Mais bon, un jeu très néon, hein, vous le voyez, il y a du néon partout, c'est très flashy, et donc c'est un jeu du chat et de la souris, on va se courser l'un l'autre pour essayer de mettre fin au jour de notre adversaire. Combien ça coûte? What's in the box? Ok, reward tier, c'est ici. Ouais, encore une fois, il y a un petit problème de présentation. C'est-à-dire qu'on voit le nom des pledges, on ne voit pas combien ils coûtent. Ça aussi, Stone Circle Games, il va juste falloir apprendre à faire vraiment le b.a.-ba d'une campagne. Alors certes, on peut voir les prix ici, hein, mais c'est quand même très mal foutu. Là, c'est Burned Asset, ouais, la copie de base, c'est 35$. Ensuite, vous avez une Director's Limited Edition Burned, 45$. Qu'est-ce que ça vient ajouter de particulier? With this pledge you receive the limited edition full cards and acrylic tokens. Ok, donc des cartes avec un petit aspect de surbrillance dessus, et puis des tokens en acrylique par exemple, donc une petite version un petit peu deluxifiée on va dire. Mais bref, la campagne est encore une fois faite avec les pieds, donc effectivement ça peine un petit peu à prendre son envol. Voilà donc pour Burned, 96 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne. Ça galère toujours autant, mais ils n'ont pas appris leur leçon. Un jeu solo ou coop, il s'agit de Survive the Tombs of the Cryptids, qui nous vient de Joseph Oliveira, 52e projet sur Kickstarter, c'est complètement fou, j'en avais jamais entendu parler, alors qu'il en est quand même à 52, le mec qui nous vient de Wales, donc de Pays de Galles. Et il avait produit plein de campagnes, et c'est juste que je connais pas parce que essentiellement c'est des comics en fait, c'est des BD. Et c'est peut-être bien son premier jeu. Je vais pas regarder la totalité du truc, mais en gros il fait beaucoup de BD horrifiques en gros. J'ai l'impression que c'est quasiment que ça. Horror comic, il y en a partout. Et du coup, il se lance dans la création de jeux de société, j'imagine, avec Survive the Cryptids. Alors peut-être qu'il a une fanbase suffisante pour financer ses projets BD. En revanche, le projet de jeu de société, ça prend pas trop, hein. 84 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne, certes, mais le seuil de financement à 18 000 €, il est un peu loin. On sent que là, il va falloir ramper et tendre les bras pour essayer de le choper, mais ça va être très compliqué. Donc Survive the Tombs, va-t-il survivre aux 28 jours qui le séparent de la campagne? Rien n'est garanti à ce niveau-là. Ceci dit, au moins, il a l'avantage de bénéficier d'une direction artistique plutôt soignée, à l'image des BD de l'auteur lui-même, bien évidemment. J'imagine que c'est lui qui fait ses propres illustrations. C'est pour 40 à 90 minutes. Encore une fois, un petit peu chiant au niveau de... Comment dire, j'ai des informations à aller chercher, c'est certes écrit ici, mais c'est pas très lisible. C'est pour 1 à 4 joueurs, jouable en solo comme en coop, pour des parties de 45 à 90 minutes. Et bon, le titre est assez explicite, il va simplement falloir survivre dans des tombes de cryptides, donc de différentes bestioles, pas forcément très amicales à votre égard. Donc une sorte de dungeon crawler, on va dire, avec des rencontres toutes plus... comment dirais-je, mortelles, les unes que les autres, avec bien sûr des effets différents d'une bestiole à l'autre, et puis vos personnages aussi auront leur propre spécificité. Du coup, on retrouve pas mal de choses qu'on a vues dans beaucoup d'autres jeux. Qu'est-ce qui vient véritablement le différencier, lui, des autres? Là, c'est une autre question à laquelle je ne saurais trop vous répondre, ma foi. Combien ça coûte? Retailer pledge, est-ce qu'on a les pledges de base aussi? Je ne trouve pas les pledges. Pourtant, je les avais vus tout à l'heure. C'est peut-être que je vais consulter directement ici, en fait. Tout simplement, j'ai envie de dire. How to play, what's in the box. Est-ce qu'on nous dit combien ça coûte là? Même pas. Hein. Donc, il faut regarder ici, en fait, simplement. 40 livres, donc 48 €. Ma foi, c'est pas très cher. En plus, il y a quelques miniatures. À moins que ce soit des STL. Non, c'est pas des STL, c'est des miniatures directement pré-imprimées. 48 €. Bon, c'est pas très cher. Il y a quelques petits standees carton, masse de cartes bien évidemment. Bon, c'est pas terriblement cher ma foi. Sinon, The Cryptid Game Bundle. Donc il aurait un autre jeu pour le coup, j'imagine. Plus Clash of the Cryptids. Donc il a peut-être déjà fait un jeu par le passé. 72 € pour le petit bundle. The Fantasy Bundle, qu'est-ce que ça vient ajouter cette fois-ci? Ça vient ajouter... Discover the endless possibilities of Tales Unbound.
Tech design for Dungeon Master, Storytellers, etc. Donc ok, c'est pas en rapport avec Survive the Cryptids, Tomb of the Cryptids, je sais plus quoi, mais c'est pour accompagner plutôt les maîtres de jeu dans les jeux de rôle sur des choses là, en gros, etc., etc. Voilà donc pour ce qui est de Survive the Tombs of the Cryptids, 84 contributeurs, ça galère un petit peu, mais bon, que voulez-vous, il s'oriente sur des chemins un peu plus risqués, puisque du coup il sort de sa zone habituelle de confort qui est donc la création de comics, de BD. C'est à saluer, la DA est pas vilaine, reste à voir si le jeu est qualitatif, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui semble le distinguer vraiment des autres jeux de cette catégorie. Il me semble qu'on avait déjà parlé de Castlescape, je sais plus si c'est sur Kickstarter ou sur GameFound, mais bon, le jeu avec des châteaux qu'on va construire au fur et à mesure. Je me demande si la campagne s'était pas un petit peu cassé la gueule à l'époque, je ne sais plus trop. Bref, il s'agissait d'un jeu qui mélangeait un petit peu du deck building et de contrôle de territoire avec différents cubes qu'on va poser sur les parties du château pour, comment dire, voir celui qui participe le plus, je crois, à la construction du château, si mes souvenirs sont bons. Je me souviens d'avoir parlé, mais entre-temps j'ai un petit peu oublié de quoi il s'agissait. Quoi qu'il en soit, il est actuellement en cours de campagne sur GameFound, avec une seconde édition, accompagnée par une extension intitulée Gates and Guilds, donc portes et guildes en gros, et puis deluxification des composants également pour ceux qui le souhaitent. Pour l'instant, la campagne est financée avec 234 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne, 35 000 $ d'engrangés, presque. Donc en gros, on est à 27 $ du financement. Ça devrait pouvoir se faire, ça sera certainement déjà fait au moment où vous regarderez cette vidéo. Bon, je suis pas très fan des composants pour être tout à fait honnête, visuellement ça m'attire pas du tout, alors que thématiquement ça peut être fun. Faut participer donc à la construction d'un plateau, d'un château, et ça vient s'accompagner de cette extension Gates and Guilds qui vient certainement ajouter quelques petits aspects supplémentaires à un jeu qui avait l'air d'être assez sec de prime abord, mais encore une fois, ne l'ayant pas testé, prenez ça avec des pincettes, hein. Encore une fois, je sais vraiment pas du tout ce qu'il en est en termes de qualité du jeu. L'extension, elle seule, coûte 35 $, 35 euros, non 35 $, excusez, 35 $, et donc elle vient ajouter des tableaux, des plateaux de joueurs, donc des guildes, j'imagine un petit peu d'asymétrie de ces deux-là, un petit promo pack de château, des petites portes pour le château justement, des cartes de contrat, d'objectifs, de marché, etc. Sinon, vous avez aussi le jeu de base, pardon, un petit chat dans la gorge, 59 $ pour le jeu de base, et puis bien sûr vous avez aussi, j'imagine, un pledge qui met les deux ensemble. Voilà, Deluxe Base Game. Non, c'est même pas c'est même pas le bundle, ça c'est juste le jeu de base, mais en Deluxe, Deluxification, avec les plateaux en réalité, les plateaux de joueurs double épaisseur, des petites miniatures. Est-ce que c'est des miniatures? Ouais, c'est des miniatures, ouais. Ok. Un petit peu de deluxification de ces deux-là. Bon, c'est pas une deluxification à outrance, là c'est pas du néoprène particulièrement. Il y a un petit peu de double épaisseur, certes, mais bon, ok, il y a un petit peu de mini, mais le reste n'a pas l'air d'être extraordinaire. Enfin, c'est du bois à la place du carton peut-être. Screen print qui plus est, ok, ça fait le job. Et sinon, Big Box avec Deluxe, ok, Componentes, il y a des petites erreurs d'anglais. Ok, solo mode. Le solo mode n'est pas gratuit. C'est un petit peu dommage. Bon, il coûte pas très très cher, mais quand même, c'est un peu dommage. L'extension 5e joueur à 20 $. L'extension 5e joueur avec de l'axification. Voilà. Bon, ma foi, c'est à peu près tout. Il y a un petit résumé de chacun des niveaux de pledge, éventuellement, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc 49 pour l'extension uniquement, 59 pour le jeu de base uniquement, 99 pour la big box. Est-ce que ça inclut du coup l'extension? Je suis pas tout à fait sûr pour le coup. C'est Deluxe Base Game, donc à mon avis c'est pas le cas. Big box avec new content. Donc là c'est 119 pour avoir la big box avec l'extension Gates and Guilds, ainsi que le pack pour le 5e joueur éventuellement. Bref, il y a moyen de monter assez haut pour un jeu qui visuellement m'attire pas outre mesure. Je sais pas, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. L'aspect deck building, contrôle de territoire, etc. Pourquoi pas, pour des parties relativement courtes. Mais non, c'est juste que visuellement, je suis pas conquis. 234 contributeurs, 35 000 $ engrangés pour Castlescape. Dernière entrée de la semaine, on va donc maintenant pouvoir passer aux plats principaux.
On en avait déjà parlé dans le menu crowdfunding, bien évidemment, et même si vous n'étiez pas encore abonné à l'époque, vous avez déjà certainement entendu parler ou entendu au moins le nom de Bardsong. Et cette fois-ci, Bardsong revient en financement participatif sur GameFound pour l'extension Tale of the Forsaken Glade. Il s'agit du nouveau projet de Steamforge Games, qui est un éditeur assez connu, assez populaire, qui nous vient d'Angleterre, si mes souvenirs sont bons, à qui l'on doit plusieurs jeux assez mastoc, beaucoup de portages de jeux vidéo en jeux de plateau, tels que Resident Evil, tels que Monster Hunter, tels que Elden Ring, même plus récemment encore, qu'est-ce qu'on a vu encore? Oui, Horizon Forbidden West, excusez-moi, et également c'est eux qui avaient repris la série de Youthia, dont l'éditeur de base avait mis la clé sous la porte, mais ils ont donc résurrecté, ça veut rien dire en français, mais vous aurez compris l'image. Ils ont rappelé des morts. Ils ont fait les nécromanciens. Voilà. Ils ont redonné vie au projet. Je sais qu'il y a un verbe, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Me faites pas chier. Quoi qu'il en soit, ils reviennent cette fois-ci avec Bardsong, qui, je crois, en est à sa deuxième campagne, si mes souvenirs sont bons. C'est toujours un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs en campagne narrative avec une superbe DA. Pour le reste, c'est de la dark / epic fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais le jeu a plutôt bonne réputation dans sa catégorie. Un beau bestiaire avec du kilo plastique dans tous les sens pour des parties de 45 à 90 minutes, comme je disais tout à l'heure, en coopératif, avec encore plus de contenu en termes de campagne narrative, scénarisée, etc. Avec des miniatures assez détaillées, assez classe, parfois un petit peu dégueulasses, on l'a vu avec celle-là par exemple. Mais bon, en gros, c'est encore plus de la même chose, quoi. Parce que Bardsong, de base, il a une bonne réputation. C'est un jeu Dark Fantasy, Epic Fantasy en coop pour 1 à 5 joueurs. Bon, il n'y a pas grand-chose qui le démarque vraiment des autres jeux de cette catégorie, on va dire, mais parmi cette catégorie, au sein de cette catégorie, il est plutôt populaire, donc ma foi, c'est certainement pour des raisons tout à fait légitimes, on va dire. Les pledge levels, on a ici le Hero Pledge, qui est donc ici à 140 livres, 140 dollars, pardon, 140 dollars, donc environ 140 euros également, et qui vous donne donc accès à cette extension Tale of the Forsaken Glade, avec 2 énormes boîtes, parce que oui, une seule, ça ne suffit pas, avec un gros dragon tout dégueulasse, plus de 40 heures de nouvelles campagnes avec cette extension. Ensuite, on a le Deluxe Pledge à 255 dollars. Il n'y a même pas le jeu de base, attention. Pour ça, ça ajoute quoi? L'extension Futile Crusade, croisade futile, 15 heures de gameplay supplémentaire. L'extension Legends, avec un petit peu de deluxification aussi avec playmat, des dés également. Ok. On est sur de la grande campagne narrative au long cours, avec des quêtes qui vont venir impacter le grand déroulement du scénario sur le long terme, on va dire, avec différents embranchements scénaristiques, etc. Bref, relativement classique dans cette catégorie de jeu-là, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il est meilleur, moins bon, plus long, plus court, plus pratique, plus efficace que les autres jeux de cette catégorie? Absolument aucune idée, mais en tout cas, il a plutôt bonne presse de manière générale, avec bien sûr des personnages asymétriques, des monstres adversaires eux aussi, avec leur propre gameplay, avec un petit peu de gestion, de ressources, de découverte, d'exploration, bref, tout ce que l'on retrouve habituellement dans ce genre de jeu-là. Encore une fois, je suis vraiment mal placé pour parler de ce genre de jeu en campagne d'exploration, de fantasy, de combat, etc. Parce que je suis pas le cœur de cible, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ce genre de jeu-là, donc j'ai pas grand-chose à en dire et surtout je ne sais pas effectivement, comment dirais-je, extraire les différences qui pourraient les mettre un petit peu à part les uns des autres. Je sais vraiment pas les distinguer de manière efficace. Donc voilà. On a donc, je l'ai dit tout à l'heure, le Hero Pledge à 108 livres, donc 140 dollars approximativement. Le Deluxe Pledge à 196. Est-ce que celui-ci contient le jeu de base? Même pas, hein, c'est que des extensions. Mais est-ce que c'est standalone? Ça par contre c'est une information qui pourrait être intéressante. Est-ce que c'est standalone ou est-ce que c'est juste une extension? Revenons au début. All New Campaign. À mon avis, c'est quand même standalone.
En vrai, j'arrive pas à trouver le mot standalone et c'est ça qui m'emmerde. Mais j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux personnages, des nouveaux monstres, des nouvelles zones à explorer, etc. Donc à mon avis, bon, c'est mieux si vous avez joué au jeu de base, mais à mon avis, c'est une extension slash standalone. Mais bon, à vérifier. Au pire, peut-être que dans la FAQ, on nous pose la question si le jeu de base est nécessaire. Attendez une seconde. The Crying for the First, on s'en fout. Non, même dans la FAQ, je trouve pas d'informations à ce propos. Bon, un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On va quand même se contenter d'aller voir aussi un petit peu rapidement le shipping. Le shipping pour le Canada, c'est 34 à 55 livres. C'est quand même très très cher si on fait la transcription vers le dollar et encore plus le dollar canadien. Pour l'Europe, la Belgique c'est 28 à 40 livres, la France c'est 30 à 42 livres. Sinon pour nos amis suisses peut-être par exemple, Suisse voilà ici, également Monaco, 95 à 100 livres de frais de port. On n'a vraiment pas envie de vous y faire jouer là-bas. Ensuite pour nous au Japon potentiellement 55 à 110 livres de frais de port pour Bardsong. Pour cette nouvelle campagne de Bardsong, donc 2040 contributeurs pour l'instant, 350 000 livres d'engrangés 11 jours avant la fin de la campagne. Et on enchaîne avec la nouvelle campagne de Queen Games, et oui, je sais, en général, Queen Games, je les mentionne uniquement dans les entrées de la semaine, mais là, pour le coup, ils font un bon score, et c'est pas tous les jours le cas. Alors Queen Games, vous le savez, c'est cet éditeur très très prolifique qui nous fait généralement une dizaine de campagnes par an sur Kickstarter. Ils ont plusieurs comptes Kickstarter, c'est un peu traître, hein. Ils en ont 20 sur cette page-là, mais ils en ont 60 sur l'autre, hein, clairement. Et donc, ils continuent leur série, la City Collection de Stefan Feld, auteur lui aussi très prolifique et reconnu parmi les principaux noms de ces 20-30 dernières années pour ce qui est de la conception de jeux de société, auteur allemand de renom s'il en est. Et donc c'est le 9e et 10e épisode, on va dire, de cette série qui est la City Collection, assurée par Stefan Feld chez Queen Games. Et donc on est ici avec Chichen Itza et Valencia, sachant que le premier est un nouveau jeu et le second est une refonte de Strasbourg. On a perdu Strasbourg pour partir de des contrées un petit peu plus chaleureuses en Espagne, mais quand même. 734 contributeurs pour l'instant, 184 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé, 13 jours avant la fin de la campagne. Chichen Itza, c'est pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 75 à 120 minutes, et on vous envoie cette fois-ci au Mexique, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'est l'Empire Maya, il y a bien longtemps. Et vous le voyez, il y a des tuiles hexagonales, ça va faire plaisir à Xavier, il est fan de tuiles hexagonales, Xavier. Vous le mettez un jeu avec juste des tuiles hexagonales, sans illustration, il est fan déjà, il est à fond. C'est comme ça. Et donc, on va avoir un système assez intéressant de sélection d'actions. Vous avez ici un petit plateau qui n'est pas un plateau de joueurs, c'est un plateau de sélection d'actions. Sauf que, random, donc au hasard, on va mettre donc les tuiles d'action dessus, et en haut comme à gauche, on va mettre des petites pièces de valeur, vers par exemple le 6 et le 2, le 4 et le 3, etc. Et il y a un système assez intéressant qui fait que c'est un jeu qui se base sur la sélection d'actions aussi en partie. Le premier joueur qui a placé son pion dessus, il va prendre la plus faible des deux valeurs pour l'activer, et donc payer la plus faible des valeurs. Le second qui veut s'y mettre, il devra payer la plus grosse des valeurs, mais c'est la même action, fondamentalement. Et ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, il y a une sorte de prise de risque, de timing qui est vraiment important là-dedans. Pour le reste, eh bien, on est sur un jeu avec pas mal de mécanismes, encore une fois, mélangés les uns aux autres, et bien imbriqués, comme on le voit assez fréquemment maintenant depuis l'arrivée des jeux entre guillemets modernes, on va dire. On va voir ça un peu plus en détail par la suite, mais d'abord, est-ce qu'on n'avait pas le pledge de base ici? Non, il n'est pas mentionné tout de suite, donc bon, on va d'abord découvrir un petit peu ce qui est dans la boîte. Dans la version Deluxifiée en tout cas. On a des petits standees en acrylique avec les différents monstres que l'on va être amené à affronter, parce que oui, il faudra mettre du coup de tatane pour éloigner des divinités qui ont été libérées, pour une raison qu'on ignore, mais des vieilles divinités pas forcément très amicales, très agressives. Il faudra les tataner. Clairement, vous aurez des petits meeples, des petits soldats en gros, que vous pourrez envoyer, sachant que chacune des grosses bestioles que vous voyez ici
aura aussi ses propres spécificités, son propre gameplay, on va dire, seront plus ou moins agressives, plus ou moins puissantes, etc. Donc justement, les guerriers que vous pouvez envoyer ici, screen print bien évidemment, le matos est plutôt clean, avec beaucoup d'éléments en bois avec la sérigraphie dessus. Comme souvent dans la série City Collection, on a aussi une solution de rangement plutôt classe. C'est pas des inserts en plastique, mais c'est des boîtes, des tuck box comme on dit, donc des boîtes de rangement pour chacun des composants. Et ça fait le job, honnêtement, c'est plutôt classe également. Ensuite en add-on on peut prendre une pièce comme pour tous les autres jeux de la City Collection en métal. Sinon on a l'extension Expansion Box, ouais, extension intitulée comment, je ne sais pas, mais 30 pour la classique, 40 pour la Deluxe, qui vient ajouter encore plus de contenu. Pour ce qui est du gameplay, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la sélection d'actions. Le premier qui s'y pose va payer seulement 2 par exemple pour ce qui est le cas de cette action-là. Le second qui s'y place devra payer 6 par exemple. Donc il y a l'aspect de gestion de ressources. Et puis ensuite c'est les sélections d'actions que vous allez accomplir donc, pour justement vous déplacer, foutre des grands coups de tatane à des monstres, etc. pour défendre votre ville on va dire. Voilà. Donc du combat, du déplacement, de l'exploration, protection de ville, on va dire également. Donc il y a quelques petits mécanismes que j'ai pas mémorisés pour le coup, mais sur le papier, ma foi, ça pourrait être un de ceux de la collection que j'aurais le plus envie de tester. En fait, chacun des jeux de Stefan Feld dans la City Collection, à terme, j'aimerais bien essayer. Les baquer jamais, ils m'attirent pas suffisamment. Mais ils ont toujours un petit charme malgré tout. Puis Stefan Feld, c'est un auteur que je connais très mal alors que c'est un grand classique. Donc un jour, il faudrait que je me décide à le tester quand même malgré tout. Voilà, ensuite continuons. J'ai même pas vu le prix, hein, très honnêtement. On va voir plus tard, hein, c'est pas grave. Mais on arrive sur Valentia. Alors là, pour le coup, c'est 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes la partie. Et donc, je vous le disais, c'est Strasbourg à l'origine. C'est une refonte, un retravail sur le jeu Strasbourg qui est sorti il y a plus longtemps, avec cette fois-ci au pinceau The Miko. Et là, pour le coup, on me l'aurait pas dit, et ben je l'aurais peut-être pas remarqué. Pour une fois, j'ai envie de dire que The Miko, j'ai envie de dire oui. Et c'est rare. Vous savez que généralement, quand je vois The Miko sur une boîte, j'ai plutôt tendance à fuir. Là, pour le coup, non. Franchement, je trouve ça plutôt clean, plutôt joli. Par contre, vous remarquerez que dans la campagne, il y a quelques éléments de gameplay pour Chichen Itza. En revanche, pour Valentia, j'imagine qu'ils partent du principe que vous connaissez Strasbourg et du coup, on vous parle pas du tout du gameplay. On vous parle un petit peu du contenu classique versus Deluxe. Mais c'est tout, on vous dit pas du tout comment y jouer, et ça c'est quand même un petit peu dommage. Ensuite, les New Pledge, et bah du coup on va aller directement ici, ce sera plus rapide. Version classique de Valentia, 49€, version Deluxe, 78€. Ensuite pour Chichen Itza, pareil, classique, 79, ou Deluxe, 139, pas donné. Hein. Les versions Deluxe de la série City Collection de chez Queen Games, c'est généralement très très cher, alors qu'en termes de deluxification, on fait quand même bien mieux ailleurs. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez à ce niveau-là. Sinon, Valentia et Chichen Itza en classique, 125, ou les deux en deluxe, 215. Ça coûte quand même beaucoup plus cher. Sinon, il y a aussi l'ajout des petites extensions avec Chichen Itza, ou encore celle de Valentia, il n'y en avait pas, non? Il n'y en avait pas. Par contre, il y a aussi les précédents épisodes, Nassau et Kathmandu, qui sont disponibles également, donc les 7e et 8e épisodes, 425, etc. Bon là, ça peut monter très très haut, surtout si vous prenez le All-in Deluxe Bundle. Donc là, c'est les épisodes 1 à 10 de la série City Collection de Stefan Feld, de 1200 €. Là, ça commence à faire très très cher. Je sais plus à combien est le SMIC, ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France, mais ça doit pas être très loin d'un SMIC. 1200€. Voilà donc pour ce qui est de Stefan Feld, City Collection, Chichen Itza et Valentia, 734 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne et déjà 184 000€ d'engrangés. Est-ce qu'il y avait une VF J'ai zappé, excusez-moi, truc important quand même, mais je crois pas. Je crois pas avoir vu de VF où que ce soit, donc a priori, j'ai envie de dire non, malheureusement. On continue avec The Maniac par Escape Studios Games. Est-ce que c'est leur premier projet? Non.
Oui, c'est vrai qu'ils avaient déjà fait Boogeyman par le passé, ou encore Stranger Tales, avec toujours une DA un petit peu similaire, très noir et blanc. Et donc, ils nous reviennent avec cette nouvelle campagne de The Maniac, qui pour l'instant se passe très bien. 1773 backers, 215 000 € d'engrangés 14 jours avant la fin de la campagne. Et bien évidemment, j'imagine que vous, comme moi, vous avez lu le titre The Maniac. Et bon, peut-être pas tous certes, mais une partie d'entre vous, avouez en commentaire, avouez-le si dans votre tête vous avez la chanson. She's a maniac, maniac on the floor. Vous l'avez eu quand même, non, déconnez pas. Évidemment, on l'a tous eu. Enfin, tous ceux qui sont vieux. Mais je crois que quand j'avais checké l'audience de la chaîne, on était plus ou moins dans la même tranche d'âge. On est entre les 30 et 50 ans. Donc, normalement, vous l'avez aussi. Quoi qu'il en soit, The Maniac, c'est un jeu semi-coop, on va dire. Semi-coop, dans le sens où vous êtes à 1 à 6 joueurs, pour des parties de 60 minutes, vous êtes des petits jeunes qui allaient pénétrer dans un manoir un petit peu, pas hanté, mais disons, habité par une présence un petit peu maléfique, on va dire. Et vous êtes des petits teens, des petits teenagers, des petits adolescents, comme dans tous les films d'horreur de ce genre-là, des années 80-90, les films américains. Vous allez incarner un de ces personnages, et potentiellement l'un d'entre vous va tomber dans cette maison sur un masque, le masque du maniaque en fait que l'on voit ici, et qui va prendre possession de son esprit, et qui va du coup entrer dans une furie qui va chercher à tuer tout le monde en fait, simplement. Voilà. Et donc du coup vous commencez plus ou moins en coop, et au bout d'un moment il y en a un qui va virer sa cutie et dire non c'est marre, maintenant je vais tous vous planter. Donc voilà, c'est une occasion de perdre des amis éventuellement aussi. On a aussi un mode solitaire pour jouer éventuellement 2 survivants, pendant que le maniaque lui va être géré par le jeu lui-même, donc une sorte de IA on va dire, et puis le mode standard donc a jusqu'à 6 survivants, dont l'un d'eux va potentiellement devenir le maniaque. Sinon on peut aussi commencer directement avec un maniaque si on le souhaite également, c'est plus simple. Jeu disponible en français, c'est bon à savoir ça aussi. Également, il y aura cette petite extension disponible moins chère durant les 48 premières heures, mais les 48 premières heures seront déjà terminées lorsque vous aurez vu cette vidéo, donc trop tard, dommage, vous devrez payer plein pot. Donc on présente les différents personnages qui sont très archétypaux, hein, c'est vraiment film des années 80-90 avec les Américains, les personnages habituels, des teenagers, etc. Y compris Michael, qui clairement fait penser à un personnage de série américaine dont j'ai oublié le nom. C'est vraiment la même dégaine, les mêmes lunettes, les mêmes bretelles, je sais plus comment c'était le titre de la série, ni même le nom du personnage, c'était Michael ou pas, aucune idée, mais c'est fun de retrouver certains archétypes, personnages que l'on connaît bien, ou qui nous évoquent des souvenirs, on va dire. Et donc, dans le jeu de base, vous allez avoir donc ce plateau avec toute sorte de maisons composées de différentes pièces dans lesquelles vous allez être amené à évoluer pour trouver des objets pour mieux vous défendre. Mais dans le tas, il y a aussi le masque qui potentiellement pourra prendre possession de vous en gros. Un petit peu d'asymétrie entre les différents personnages également, plein d'éléments de décor bien sûr, mais ça c'est seulement pour l'édition de base. Les éléments de décor seront encore plus classe si vous prenez l'édition collector que vous voyez ici, avec une boîte en plus de ça phosphorescente, et ça c'est classe. Et également jeu en relief, contrairement au jeu de base, là vous avez un plateau sur différents étages, sur différents niveaux, et ma foi c'est vrai qu'en termes de présence sur table, ma foi ça donne envie d'essayer. Ça rappelle un tout petit peu aussi Terrorscape, dont Nyx disait le plus grand bien, que j'aimerais bien tester un de ces jours d'ailleurs. Mais bon, c'est beaucoup plus cher, bien évidemment, on le verra dans les niveaux de pledge. Il y a aussi une petite extension Inside the Box pour ajouter quelques petits éléments de gameplay, ainsi que Director's Cut Thanatos, qui vient ajouter une miniature, quelques éléments de gameplay également, qui étaient moins chers pendant les premières heures, mais c'est plus le cas malheureusement. Donc le how to play, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez explorer les différentes pièces de cette maison pour trouver différents items,
pouvant vous permettre de mieux vous défendre, etc. Mais également, il y en a un qui va trouver le masque, et là, par contre, ça va partir un petit peu en chenille de 12. Ensuite, continuons, ma foi, quelques petites photos pour mettre en avant ce à quoi ça peut ressembler sur la table. Ma foi, c'est plutôt sympatoche, ça a l'air d'être plutôt très immersif, et ça, c'est bien. Oh, joli ça par contre, When Darkness Falls, il y a moyen d'illuminer ça éventuellement avec une petite loupiote, et c'est vrai que si on y joue dans le noir, ça peut être très immersif, vraiment, ça peut être très cool, à voir, je serais très curieux de voir ça. Les dés sont peut-être phosphorescents aussi, très classe. Quoi qu'il en soit, on en arrive au niveau de pledge. Pledge de base, 59€, abordable. Pledge collector, donc deluxifié, 89. Oh, j'ai envie de dire, ça va, c'est pas abordable, mais c'est pas si onéreux que ça. En vrai, j'aurais pensé à plus que ça. Il y a les petits add-ons également, de ci, de là, éventuellement. Vous pouvez malheureusement pas encore télécharger le livret de règles en français, mais la version française sera donc disponible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pas de vidéo en français non plus, ça c'est aussi un petit peu dommage. Par contre, pour ce qui est du shipping, Canada 28, 32, 36 en fonction du niveau de pêche que vous allez choisir. Je l'ai dit beaucoup trop vite, mais vous avez compris quand même. Pour l'Europe, 18, 20, 25 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir, quand j'évite un petit peu de bouffer chaque syllabe. Un peu plus cher bien sûr pour nos amis suisses comme d'habitude, 25, 28, 33. Et pour nous qui sommes dans le rest of the world, 30 à 40$ de frais de port pour un jeu qui devrait théoriquement être livré aux alentours de juin-juillet prochain. Voilà pour ce qui est de The Maniac par Escape Studio Games, 1773 backers, 14 jours avant la fin de la campagne. C'est le plus gros projet de la semaine en termes de résultats, et c'était attendu, mais c'est pas un projet sur lequel je vais m'épandre en réalité parce que Root, tout le monde connaît, au moins de nom. Et vous savez qu'il y aura une VF, parce que c'est Root, et que Root, c'est très connu, c'est très reconnu, c'est un jeu un peu emblématique de ces 10 dernières années, qui est l'œuvre comment s'appelle-t-il déjà, de Cole Wehrle, même si là, pour le coup, l'extension de Homeland est assurée par Joshua Yearsley, apparemment, donc un auteur qui est différent du jeu de base, attention, mais toujours illustré par Carl Ferrin, et toujours chez Leather Games. Mais donc ça va aller très très vite parce que au-delà de l'extraordinaire succès, comme d'habitude, de Root, avec actuellement 15 000 contributeurs et plus d'1 million d'euros d'engrangés d'ores et déjà, au-delà de ça, il n'y a pas de VF pendant la campagne, et on sait qu'elle va arriver en boutique à terme, mais juste pas maintenant pendant le Kickstarter. Donc, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu de cette campagne. Même si elle vient ajouter 3 ou 4 nouvelles factions, 4, 3, je sais pas trop, parce qu'ici on en voit 3, sur la boîte on en voit 4, mais est-ce que ces deux-là sont pas la même faction? Je suis pas très très sûr, mais il me semble que c'est 3 factions, ouais c'est ça, 3 new factions, voilà. The Twilight Council, The Lillipad Diaspora et The Knaves of Deepwood, voilà, 3 nouvelles factions. Voilà, ça coûte 50$ le pledge de base, et sinon 150 pour le Build Your Own Bundle, mais du coup, création de bundle personnel. Vous allez choisir un petit peu tout ce qui est disponible là-dedans pour faire une sorte de, comment dirais-je, de menu perso, quoi, en gros, avec le jeu de base, les différentes extensions sur ce qui est maintenant, les accessoires, etc. Bon, vous avez un crédit de 150$ à dépenser, quoi, en gros. Mais bon, 250$, c'est la totale, je crois, hein, c'est Root Gameplay All-In, c'est ça, c'est la totale de ce qui est sorti jusqu'à maintenant pour Root. Donc il y a quand même masse de contenu maintenant quand même, pour le jeu. Hein. Est-ce que le jeu est toujours bien équilibré? Je me souviens d'avoir fait 2-3 parties sur Root, jeu de base. Il me semblait être plutôt bien équilibré à la base, mais maintenant on est sur un jeu tellement asymétrique, avec maintenant tellement de factions, que ça va être compliqué de garder l'équilibre. Plus vous créez de factions, plus il y a moyen de déséquilibrer le jeu. Pas forcément le jeu en tant que tel, mais d'une faction à l'autre. Il y a certainement des factions qui sont plus efficaces face à d'autres, j'imagine, donc ça va être très compliqué de l'étendre encore plus. Mais bon, bref, encore une fois, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que c'est un jeu qui ne bénéficie pas d'une VF durant la campagne, mais vous savez d'ores et déjà qu'il y aura une VF à terme, donc vous en parlerez le moment venu. Il y aura plein de vidéos en français sur le sujet quand ça arrivera, je me fais pas de soucis là-dessus, mais bon voilà, sachez qu'actuellement il y a quand même une campagne en cours pour Root the Homeland, et que pour les plus impatients potentiellement,
ben, elle est disponible d'ores et déjà, et pour l'instant, gros succès avec 15 000 contributeurs 18 jours avant la fin de la campagne, et plus d'1 million d'euros d'engrangés d'ores et déjà à 4 jours du début de la campagne à peine. Gros succès, comme à l'habitude, bien évidemment, avec Root. C'est pas une surprise, mais c'est toujours impressionnant quand même. Allez, pour cette seconde partie de la vidéo, j'ai revêtu mon vêtement de lumière. Non, en fait, c'est mon t-shirt de gros beauf. J'en ai un, j'avoue, mais moi je le mets pas à l'extérieur, comme certains le font parfois parce qu'ils ont du courage. Non, moi je le mets qu'à la maison. En fait, pour tout vous avouer, c'est mon pyjama. Voilà, c'est juste écrit, même si je vis au Japon, je suis made in France. Voilà, c'est vraiment très beau. Mais c'est mon pyjama, donc c'est excusable. Quoi qu'il en soit, on continue les plats principaux de la semaine avec Avatar, Journey of Aang. Ça rappellera certainement des souvenirs, ça évoquera pas mal de nostalgie j'imagine pour pas mal d'entre vous. Si vous êtes de ma génération, ou peut-être un tout petit peu plus jeune, je ne sais plus exactement si j'étais déjà un poil âgé au moment où c'est sorti en France ou pas. J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs parce que j'ai pas trop regardé Avatar à l'époque, mais c'est une série animée qui vous remémorera certainement quelques souvenirs d'enfance. C'est une licence intellectuelle que s'est appropriée Bad Crow Games pour cette première campagne sur GameFound. Je dis première, en réalité j'ai même pas checké, on va regarder ensemble, c'est pas du tout la première en fait, donc je vais bien fermer ma mouille, puisque avant ils avaient déjà utilisé une licence intellectuelle également avec Company of Heroes, avec première et seconde édition dans la foulée. Et donc on repart sur un univers radicalement différent, avec donc ce célèbre dessin animé qui, si mes souvenirs sont bons, sont américains, est américain, déjà je ne sais même pas pourquoi je mets un pluriel. Je crois que c'était américain, mais je me trompe peut-être. En tout cas, je sais que outre-Atlantique, c'est beaucoup plus populaire que ça ne l'est en France ou en Europe de manière générale. Et donc, Avatar, Journey of Aang, pour l'instant, est près de 1500 backers au moment où je m'enregistre, près de 150 000 $ d'engrangés, 18 jours avant la fin de la campagne. Vous pouvez aisément l'imaginer de par la licence intellectuelle qu'il y a derrière. C'est pas un jeu compétitif, on est plutôt sur un jeu coopératif, relativement abordable en termes de règles, vous l'imaginez, c'est de 8 ans et plus, parce que bon, Avatar, c'est aussi une licence relativement orientée vers les plus jeunes, même si j'ai cru comprendre que beaucoup d'adultes l'appréciaient également, un petit peu comme beaucoup d'adultes, dont moi, apprécions les mangas également après tout. C'est pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes la partie, donc une partie assez ramassée aussi, parce que le public cible est en partie plutôt jeune, et donc c'est un jeu coopératif dans lequel on va être amené à évoluer dans le monde de Avatar, avec les différents personnages du dessin animé, y compris bien sûr Aang, qui est le héros principal de cette œuvre. Petite indication importante aussi pour les amateurs du genre, le jeu sera disponible en français et ça fait plaisir. J'aime beaucoup quand les éditeurs font des petits trucs comme ça, quand ils mettent en avant les différents mécanismes, quand ils mettent en avant certaines caractéristiques du jeu, parce que déjà ça me prémâche un petit peu le travail, et puis j'avoue que j'ai un petit faible pour tout ce qui est tableau, statistiques, descriptif, etc. Donc ça me parle. Et donc c'est un jeu plutôt, disons, initié moins. Pour une fois, je dis parfois initié plus, là c'est plutôt initié moins, on va dire familial plus, ce sera plus parlant, avec un aspect plutôt donc coopératif, mais je sais pas pourquoi ils ont mis compétitif dedans alors qu'il n'y a pas d'aspect compétitif du tout en réalité apparemment, donc un peu bizarre, avec quand même pas mal de chance comme souvent les jeux orientés plus jeune public, même si elle ne sera pas non plus prépondérante. On aura de la construction de dés, on aura aussi bien sûr des power-up en cours d'aventure pour nos différents personnages, on aura un mécanisme de push your luck, donc de pousser votre chance au risque qu'elle ne se brise et vous laisse sur le carreau. Ensuite, continuer avec justement ce que ça pouvait avoir en termes de présence sur table. Bon, on voit bien sûr les continents, les divers continents qui caractérisent l'œuvre de Avatar, et on voit aussi masse de cartes, parce que oui, il y aura aussi pas mal de gestion de main, avec des cartes qui vont venir s'ajouter à notre main au fur et à mesure de l'aventure. On aura bien sûr, qui dit crowdfunding, dit standard et deluxe, et donc forcément la standard n'est pas forcément intéressante, si en tout cas on se base sur le potentiel, commercialisation potentielle de l'œuvre en boutique, ce qui n'est pas garanti non plus, en tout cas en France, mais entre temps, j'ai plus de piles. Désolé pour la petite cut intempestive, ma souris n'avait plus de piles, elle a rendu l'âme. Du coup voilà, j'ai dû changer à la pile. Du coup, je disais,
version standard, version deluxe, comme bien souvent dans le crowdfunding. Les deluxe upgrades sont, comment dirais-je, mises en avant ici. En fait, elles sont répertoriées ici en anglais, c'est un petit peu chiant, mais bref, on aura du plateau double épaisseur, on aura des petits sacs pour les différentes ressources, etc. Les cartes seront de meilleure qualité, bref, tout ce qui est relativement habituel en termes d'amélioration de matériel. L'édition standard sera à 45$, donc relativement abordable. L'édition deluxe, quant à elle, coûtera environ 80$, donc un petit peu plus onéreux bien sûr, mais bon, deluxification oblige. Ensuite, passons justement à Deluxe Edition, on la voit ici avec donc les différents composants qui vont venir s'ajouter à la version de base. Ici on a donc un plateau double épaisseur, on aura plein de petits pegs, enfin des petits marqueurs en gros. Les pegs ils sont d'ailleurs ici, c'est les petits... Tiens, je vais dire un mot que j'ai pas utilisé depuis 50 ans, les petits bitoniaux que l'on va mettre justement sur les emplacements que l'on voit ici dans le Mastery Level, des différents éléments, parce que vous le savez, terre, feu, air, mer, ou un truc comme ça, je sais plus quoi, les différents éléments qui sont en fait au cœur de l'œuvre de Avatar, qui lui le dernier maître du vent, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, la figurine de Appa, donc l'espèce de gros animal sur lequel il se déplace. Les dés un petit peu avec des paillettes, c'est assez joli, mais bon, voilà, on s'en fout un petit peu au final. Ceux-ci sont un peu plus jolis, ils sont très marbrés, j'aime bien. C'est assez classe, ça rappelle certains dés de Dice Throne d'ailleurs. Ensuite, des cartes masse, des cartes en voulez-vous, en voilà. Les petits sacs que j'ai mentionnés tout à l'heure également, des petits marqueurs en bois, bref, il y a quand même pas mal de matos, assez sympatoche. L'édition standard, quant à elle, est beaucoup plus classique, comme son nom l'indique, les dés sont vraiment beaucoup plus habituels, quoi. On n'a pas quoi que ce soit de vraiment flamboyant dans cette version standard. Alors continuons, on va aller voir directement les frais de port, parce que malheureusement, il n'y a pas grand chose de plus que ça à se mettre sous la dent. Et oui, du coup vous vous demandez un petit peu, mais comment ça se joue? Ben moi aussi. Alors il y a des vidéos, voilà, il y a des vidéos, effectivement, notamment un petit tutoriel pour le gameplay justement, une version plus longue, mais du coup, pour ce qui est de la campagne elle-même, elle met pas tellement en avant le gameplay du jeu, et ça c'est toujours un petit peu dommage. Donc ceci dit, pour la licence, qui est particulièrement célèbre et populaire, bah, on a quand même un succès relativement conséquent, puisque sur du GameFound 1500 pour un éditeur relativement modeste, c'est plutôt cool, mais c'est vrai qu'à mon avis, s'il y avait eu quelques éléments de gameplay un petit peu saillants dans la campagne, ça aurait pu aider. On est sur un jeu qui devrait théoriquement parvenir au backer en octobre 2025 si tout se passe bien, mais attention, il y aura deux vagues, une pour l'anglais et une seconde pour ce qui est de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand et du français, qui devrait arriver 3 mois plus tard. Donc bon, sachez-le, ce serait peut-être plutôt pour le début 2026 en réalité, pour ceux qui sont en France ou dans d'autres zones francophones telles que le Québec, la Belgique, etc. Justement, on parlait de pays, parlons-en à nouveau pour ce qui est des frais de port. Union Européenne 15 ou 17 en fonction du pledge, standard ou deluxe. Pour la Suisse, ce sera 22 à 25, pour le Canada 20 à 24, et puis pour nous au Japon, ce serait 30 à 34 dollars de frais de port. Il y a quelques autres vidéos éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser, mais malheureusement aucune n'est répertoriée en langue française, et ça c'est toujours un petit peu dommage également. Voilà donc pour Journey of Aang, le jeu de l'univers de Avatar. Dites-moi éventuellement en commentaire si c'était une série que vous suiviez à l'époque, encore 18 jours avant la fin de la campagne, si vous êtes potentiellement intéressé, et pour l'instant 144 000 $ d'engrangés. Alors je me suis fait taper sur les doigts la semaine dernière par 2-3 commentaires qui me disaient « Oh, comment ça se fait qu'on parle pas de l'ordre de Veyel ?» Eh ben, comme je vous l'ai dit en commentaire, en réponse de vos commentaires en tout cas, la campagne de l'ordre de Veyel s'est lancée samedi après-midi pour moi au Japon, et du coup je finis d'enregistrer en même temps plus ou moins, et après j'ai le montage, donc j'ai juste pas eu le temps de tourner le passage sur l'ordre de Veyel pour ensuite l'ajouter à la vidéo, et donc il apparaît dans le menu crowdfunding de la semaine suivante tout simplement. Mais bon, il reste ceci dit plus de 3 semaines avant la fin de la campagne, donc vous avez largement le temps d'aller y jeter un œil, sachant qu'en plus la campagne, bien qu'elle soit sur Kickstarter, est exclusivement en français, donc vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Je vais évidemment pas vous lire grand chose, ce sera assez rapide, mais sachez que, encore une fois, l'ordre de Veyel fait plutôt un beau résultat avec 753 contributeurs, mais avec ce petit bémol à prendre en compte, ça fait quand même 1 semaine et demie du coup que la campagne est lancée, et non pas 3-4 jours comme la majorité des campagnes dont je parle aujourd'hui bien évidemment. Mais tout de même, c'est plutôt un assez beau score, on va dépasser les 1500 assez allègrement d'ici la fin de la campagne, qui sera donc dans 23 jours, on est déjà à 86 000 € d'engrangés. C'est la suite tant attendue de ce fameux deck building tactique très apprécié par la communauté.
et auquel je n'ai encore jamais joué, donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, mais sachez qu'on vous propose ici de nouvelles expériences grâce à cette extension, enfin ces extensions, parce qu'en réalité je crois qu'il y en a deux, l'extension numéro 5, les chroniques du passé, qui introduit enfin le tant attendu mode campagne du jeu, donc avec une série d'affrontements scénarisés, avec des objectifs spécifiques, des règles qui vont changer d'une partie à l'autre, des conditions de victoire ou de défaite qui vont également évoluer au fil du jeu, et puis on a aussi l'extension numéro 6, l'Arsenal, qui vient introduire un système d'équipement pour les héros, permettant à chaque héros de choisir jusqu'à 2 équipements en début de partie, en fonction de ses couleurs, et puis les équipements qui vont offrir une nouvelle expérience, une nouvelle dimension de personnalisation jusqu'alors absente, enfin pas en tout cas à ce degré-là, du jeu. Par contre, bon, sachez-le, ça a déjà été signalé par plusieurs personnes de ci et de là. On peut le voir ici avec le petit onglet utilisation de l'IA, mais oui, il y a grosse utilisation de l'IA. Et ça, bon, autant vous le savez si vous suivez le menu crafting depuis quelques temps, j'ai rien de très prégnant contre l'utilisation de l'IA générative pour la direction artistique, quand vraiment on est sur un premier projet, ou qu'on a vraiment pas une thune. Le truc, c'est que l'ordre de VL, ça a déjà un beau petit succès, et ils n'en sont pas à leur coup d'essai, on le voit, ils en sont à leur 5e projet sur Kickstarter. Je crois que c'était à chaque fois l'ordre de VL, de toute façon, hein, si mes souvenirs sont bons, ouais ça, ordre de VL à chaque fois, avec généralement de beaux succès. On va aller voir juste 3 campagnes sur les 4 dernières, juste pour voir. 215, ça c'était le tout début. Ensuite 554, donc on avait déjà doublé un petit peu les chiffres. La dernière campagne avait fait 1100, donc à chaque fois on double quasiment, donc des beaux résultats. Et du coup le jeu a de plus en plus de succès, j'imagine qu'en boutique c'est également le cas, et pourtant ils ne font toujours pas appel à des illustrateurs. On peut effectivement râler un petit peu plus que quand c'est un primo-éditeur qui se lance à peine sur Kickstarter sans grande expérience, etc. Là, effectivement, bon, ils ont quand même engrangé quelques succès par le passé qui auraient dû leur permettre d'aller amasser les fonds suffisants pour faire appel à un ou une illustratrice. D'autant que, bon, c'est pas si onéreux que ça en réalité, même si c'est vrai que pour un deck building, il y a énormément d'illustrations à aller créer, donc c'est un peu plus conséquent que pour un jeu de plateau typique par exemple. Mais quand même, on aurait apprécié des illustrations originales, même si clairement l'ADA est jolie et cohérente, ce qui est rarement le cas avec de l'ADA, ce qui montre aussi que ça a été un petit peu retravaillé par la suite par la personne en charge de l'ADA de manière générale. Il y a eu un retravail parce que généralement tout n'est pas aussi cohérent que ça visuellement quand vous proposez des trucs par IA. Là c'est plutôt le cas, donc c'est relativement appréciable. Et donc encore une fois pour le reste, comme c'est une campagne exclusivement en français, vous n'avez pas tellement besoin de moi pour découvrir un petit peu tout ce qui se trame derrière cette campagne, mais bon, encore plus de matos, et puis cet aspect donc campagne coopérative qui va un petit peu révolutionner le jeu, qui n'en disposait pas jusqu'à présent, donc ça c'est plutôt très cool. À vous de voir si vous avez été suffisamment convaincu par tout ce qui a été sorti jusqu'à présent du côté de l'ordre de VIL, et vous me direz éventuellement en commentaire, même si je sais déjà que vous êtes nombreux à suivre le projet avec grand intérêt, si vous l'avez backé entre temps ou non. Sachez que pour ce qui est des prix, vous avez l'extension 6, donc l'Arsenal, qui va juste ajouter donc de l'équipement pour 18€. Ensuite l'extension 5, les archives oubliées, donc le mode campagne beaucoup plus conséquent et donc 60 boules. Ensuite si vous voulez le jeu de base, parce que après tout si vous l'aviez raté, c'est le moment de mettre la main dessus, également à 70€. Sinon, les 2 nouvelles extensions sont à 75, il n'y a du coup pas de vraie grosse ristourne, il y a 3€ de ristourne, c'est mieux que rien on va dire. Ensuite, jeu de base plus les 6 extensions, donc y compris les 2 nouvelles qui font l'objet de cette campagne, 210. Là par contre ça commence à casquer assez méchamment, mais on est quand même 28 backers sur le coup, donc quand même, ça reste un projet qui attire pas mal de monde. Ensuite, les frais de port, expédition, c'est donc ici. Ouais, c'est pas, il n'y a pas de tableau récapitulatif concernant les frais de port. Ça aussi c'est un peu chiant. Il faut faire le job avant. Là, du coup, ils ont pas bien fait le job. Même si je comprends qu'il y a plein de choses à prendre en compte, etc. Mais généralement, quand même, un tableau récapitulatif,
c'est aussi un moyen de ne pas faire fuir les backers étrangers, mais bon, en même temps, on est sur une campagne francophone, 100% francophone, donc effectivement, c'est un peu plus compréhensible, parce que ce sera uniquement pour les zones comme la Suisse, la Belgique, éventuellement le Canada, mais je ne vois pas mention faite de nos amis québécois ici. À voir. De toute façon, on voit ici que la livraison se fait uniquement dans certains pays. Donc bon, mais bon, quand même, un petit tableau récapitulatif avec les prix bien mis en avant, ça aurait été quand même un petit peu mieux que ça. Voilà donc pour ce qui est de cette campagne de l'ordre de VL Building, enfin Deck Building Tactique, avec 2 extensions, dont l'une campagne qui devrait apporter pas mal de choses. 753 backers, 86 000 euros d'engrangés pour l'instant, 23 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec le micro coup de cœur de la semaine. Alors je sais pas si je mettrai vraiment le petit logo habituel du coup de cœur, mais je vous l'explique tout de suite. Je sais pas si je le mettrai parce que Jisogi, cette campagne que vous voyez ici, Anime Studio Tycoon Board Game, c'est une campagne qui nous vient de Esper Game Studio, et on avait couvert leur projet précédent, vous en rappelez peut-être, il s'agissait de The Queen's New Capital, c'est leur premier projet, en réalité, il avait été annulé puis financé, et donc on avait couvert le jeu à l'époque, et on les connaît un petit peu, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'affect là-dedans, et du coup c'est plus facile d'avoir un petit coup de cœur pour un jeu dont on connaît un petit peu les auteurs, on est un petit peu plus subjectif, disons, même si à l'époque, The Queen's New Capital, vous le savez peut-être, hein, si vous aviez regardé la vidéo à l'époque, c'est pas exactement mon type de jeu, puisque c'est un deck building, et je suis pas fan des deck building. J'aime bien le deck building quand c'est un mécanisme parmi d'autres, mais quand c'est le truc vraiment au centre d'un jeu, je suis pas hyper fan. Et à l'époque, on était déjà sur un jeu très très joli, même si, encore une fois, c'était full IA, et bon, ça c'était un petit peu plus chiant, mais on était sur un beau jeu quand même malgré tout, assez, avec une DA assez unique pour le coup, même si pour le coup c'était de la DA par intelligence artificielle, mais tout de même, c'était assez beau et relativement cohérent, pour ce qui est des mécanismes, même si c'était fondamentalement un deck building, avec un petit peu de engine building également, il est vrai, c'était relativement agréable, même si encore une fois c'était pas vraiment mon type de jeu. Ça avait fait quand même 1240 contributeurs, ce qui était un beau résultat. Et du coup ils nous reviennent avec cette fois-ci un jeu qui n'utilise pas d'IA, et ça fait plaisir, comme quoi même avec une seule campagne et un semi-succès comme 1242 contributeurs ici, eh ben on peut avoir suffisamment de moyens pour s'attacher des services d'artistes de qualité, puisque là on va en plus s'orienter vers le monde du manga, vous l'avez vu. En fait le pitch de base c'est que un grand studio de manga, d'animation japonais a fermé ses portes pour une raison dont on se fout un petit peu, pour être tout à fait honnête, et du coup tous les employés qui y bossaient se retrouvent sur le plancher, quoi, au chômage, quoi, en fait, simplement. Et du coup, nous, on va monter différents petits studios d'animation, de manga, etc., pour prendre un petit peu la relève. Et du coup, on va pouvoir embaucher max de spécialistes en tout genre pour monter notre propre studio de manga, d'animation, etc. Et du coup, ils ont fait appel à 2 illustrateurs qui sont issus de ce milieu. Et forcément, du coup, en termes de présentation, pour qui apprécie les mangas, eh ben, ça envoie du pâté. Et ça fait plaisir. Alors vous le voyez, hein, clairement, ça fait très très manga, mais là pour le coup c'est assumé, c'est genre jusque dans la thématique, c'est du manga. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 60 à 90 minutes la partie, et on est sur un jeu qui va encore une fois mélanger différents mécanismes qui vont être intrinsèquement connectés les uns aux autres. On va voir ça un petit peu plus en détail par la suite. Mais vous voyez quelques-unes des illustrations, vraiment c'est très 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 clean. Pour tous les amateurs de manga, je pense que vous allez avoir pas mal de références qui vont vous popper à l'esprit bien évidemment, et je pense que c'est voulu en partie. Mais ouais, vraiment, en termes de DA, c'est très 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 beau. Alors, donc, on aura dans Jisogi l'occasion donc de monter son propre studio d'animation, de manga, etc. Et donc de pondre différents types d'œuvres. Vous aurez par exemple de la fantasy, de l'action, de l'horreur, du slice of life, c'est un petit peu de, comment dire, tranche de vie comme on traduirait en français littéralement, disons, et puis de la science-fiction. Et puis on va combiner ces différents éléments un petit peu scénaristiques, ces différents archétypes d'œuvres mangaesques pour créer des œuvres uniques. Et ensuite, on va aussi utiliser des scripts. On aura des pièces un petit peu façon Tetris, et on va mixer certains trucs. Par exemple, on va partir sur un univers de super-héros, et puis on va avoir des petits scripts qui nous proposeront
de créer un embryon d'histoire pour nous définir un petit peu les contours des différentes œuvres que l'on va créer. Là par exemple on aura un univers de super-héros, et là par contre c'est un petit peu petit pour lire, mais bon, a failed experiment leads to a parallel universe. Bon, en gros, on va avoir un multivers, donc on va voyager à travers les différents univers, et puis ça c'est le plot, et ensuite on a un petit twist qui va donc chambouler les événements. Alors c'est encore plus petit, has terrifying traumatic visions. Ok, donc il va avoir des visions horrifiques, traumatiques un petit peu. Donc voilà, donc pour le twist. Et donc du coup ça va faire des petites histoires qui ne seront pas détaillées mais qui seront suffisamment intéressantes pour vraiment ajouter un petit peu d'immersion au jeu. Ensuite on aura 50 personnages inspirés de véritables personnages du monde de l'anime, du manga, etc. qui seront disponibles et éventuellement recrutables dans vos œuvres. Ensuite, What's Inside the Box pour la Founders Edition. Donc elle coûte 9000 yens, ça vous parle pas forcément, mais ça sera 57 € pour la Founders Edition. Vous avez donc ici le plateau central, et donc, bon, vous l'imaginez aisément avec les différents emplacements qui sont ici, on a du placement d'ouvriers. Avec les différents emplacements, donc travail d'écriture, de dessin, de marketing, etc. Ensuite, les plateaux double épaisseur pour chacun des joueurs, avec donc, le nom de votre studio, les emplacements pour les petites tuiles façon Tetris. Ensuite, on a pas mal de petits chips façon chip de poker en plastique, donc on est quand même sur une qualité de production plutôt pas mal. Ensuite, on a pas mal d'éléments en bois aussi plutôt qu'en carton, donc on est quand même sur une édition Deluxifiée plutôt sympa, même si je suis pas fan des tokens d'argent. Pour le coup, c'est vraiment hyper random, alors que le reste, en termes de matos, ça doit être plutôt clean. Là, pour le coup, bon, ça, et puis le fond très uni, des plateaux individuels aussi, je trouve qu'il y aurait peut-être moyen de faire un petit peu plus chatoyant, notamment quand on sait que l'univers du jeu c'est celui du manga. Il y aurait moyen de faire un peu plus frappant, je trouve. Ensuite, les trends, donc les différents genres de manga, d'anime à la mode, par exemple Sea Spirit School, Paranormal, etc. Ensuite, les cartes de staff Dead Inside, mort à l'intérieur quand ils sont en surmenage, etc. Ensuite, les cartes de staff que vous pourrez être amené à recruter. Ensuite, les plot twists, les scripts, etc. Ensuite, les mécanismes, justement, je vous disais qu'on allait les expliciter un peu plus avant. Eh bien, voici, c'est le moment. On aura donc, je vous l'ai dit, du placement d'ouvriers sur le plateau central. On aura bien sûr la gestion de ressources qui découle très souvent du placement d'ouvriers. On aura aussi une sorte de simili-draft avec un marché de cartes qui sont donc des membres du staff que l'on pourra recruter. Et puis également de la collecte de dettes, et ça c'est relativement intéressant puisqu'en fait le studio d'origine fait banqueroute, et donc il y aura aussi un truc à ce propos là. Et donc pour ce qui est de la thématique, on va donc écrire de nouvelles œuvres avec donc des univers de base, des plots et des twists. Ensuite, on va aussi animer nos œuvres. Il y aura donc un petit peu de gestion de ressources. Plus vous aurez ce petit token, plus les œuvres seront de qualité, plus elles feront des succès, etc. Et on les sortira ensuite en manga, en animé, etc. Le livret de règles est disponible ici en anglais, mais malheureusement pas en français, en tout cas pas pour le moment. Vous avez un petit aperçu du proto, c'est vrai que ça présente plutôt déjà très bien, en tout cas pour cette version un petit peu deluxifiée. Vous pouvez aussi le tester d'ores et déjà sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. Vous avez un petit aperçu aussi, un petit encart sur les différents artistes qui ont participé à la création visuelle en tout cas de Jisogi, y compris par exemple Ace Keigo ou encore Senkawa Taien. Et puis différents artistes invités, comme apparemment, j'imagine, un francophone, français je ne sais pas, mais francophone à minima, qui est Thomas Romain, qui apparemment bosse au Japon depuis genre 20 ans dans l'univers du manga, de l'anime, quoi. On voit encore d'autres auteurs, et vraiment c'est hyper classe visuellement, c'est vrai que c'est très joli. Ensuite, continuons. Là, on a aussi des petits add-ons avec un artbook, et c'est le type de jeu qui se prête typiquement à ce genre de petits add-ons. Les pins en enamel, ça on s'en fout un petit peu. Les cartes postales, bon, c'est joli effectivement, mais on s'en fout un petit peu aussi. Continuons avec les frais de port. Donc, pour l'Union Européenne, ça fait 25 € approximativement, TVA incluse. Ça fait plaisir. Pour le Canada, c'est 40 $, par contre, ça pique un petit peu, ça c'est un petit peu chiant pour être tout à fait honnête.
Et puis pour nous au Japon, bien évidemment on est sur le sol de l'éditeur en question, donc c'est beaucoup plus abordable pour nous, c'est 7 dollars 1000 yens de frais de port pour nous au Japon. Donc très abordable. Donc je pense que celui-ci je vais le backer parce que la thématique me parle pas mal, parce que les mécanismes, bon, vous le savez, le placement d'ouvriers, la gestion de ressources, moi c'est mon dada, comme disait Omar Sharif, il fut un temps, et oui, mes références sont vieilles, que voulez-vous, ça fait quand même 12 ans de Japon derrière moi. Voilà, ma foi, c'est près tout ce que je peux vous dire, si ce n'est qu'on a vu la Founders Pledge. Est-ce qu'il y avait un autre pledge? Oui, mais c'est plutôt du mécénat, j'ai l'impression qu'on s'en fout un petit peu, sinon il y a des pledges groupés, mais en gros, la seule vraie édition dans cette campagne, c'est le Founders Pledge à 9000 yens, donc à 55 euros, et c'est déjà un petit peu de l'expliqué avec du bois, du plastique dans tous les sens, donc ma foi, plutôt une belle proposition. Pour l'instant, on est à 380 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne pour Jisogi. On enchaîne sur Kanata The First Sacrament, qui est un jeu horrifique, clairement. Et même si le titre pourrait encore une fois évoquer le Japon, c'est pas du tout le cas pour le coup. Mais bon, avant d'en parler, sachez qu'il s'agit du premier projet de un mec qui a un nom imprononçable, donc je vais pas m'y risquer. Mais bon, vous aurez compris. Et du coup, c'est son premier projet et ça marche plutôt pas mal. 911 contributeurs, en 3-4 jours de campagne, c'est vraiment pas mal. 44 000 euros d'engrangés, c'est donc financé 26 jours avant la fin de la campagne. Et on vous propose ici une expérience coopérative dans laquelle vous allez vous aventurer dans un village paumé et un petit peu possédé, on va dire, par des esprits démoniaques. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. J'ai fait 4 joueurs, pourquoi je zozote tout à coup 4 joueurs, excusez-moi. Mais pour combien de temps, par contre, ça j'ai plus souvenir d'avoir vu l'info, mais il me semble que c'est un truc genre 1 heure et demie. Bon, je me trompe peut-être, j'ai un peu oublié entre temps, mais c'est quelque chose de cet ordre là. Et donc on va incarner différents personnages, un petit peu comme tout à l'heure je parlais de Maniac. Bon, on est sur le même genre d'archétype, des jeunes, genre un petit peu profil étudiant, qui se baladent, qui se paument dans un village, et là tout va mal se passer, village complètement possédé par des esprits maléfiques, et il va falloir survivre autant que faire se peut. On va pouvoir bien sûr looter différents éléments d'équipement, simplement pour mieux pouvoir se défendre, et on va surtout devoir essayer de trouver la sortie de cette ville, et d'essayer d'en sortir vivant. Mais bien sûr, vous vous en doutez bien avec les quelques images que l'on voit ici, les événements vont plutôt aller contre vous que en votre faveur, vous vous en doutez bien. Tiens, c'est ici l'info. J'avais dit 60 à 90, pardon, en réalité c'est 30 à 90, c'est un tout petit peu plus large que ça. Et donc toujours pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, même si, bon, vous le voyez, avec la thématique, c'est pas forcément à recommander à tout le monde, les esprits les plus jeunes pourraient en faire quelques petits cauchemars éventuellement. Voilà, key features, donc les éléments les plus saillants du jeu, bah oui, la direction artistique, effectivement, c'est assez immersif, comme beaucoup de jeux de ce genre-là, et en même temps, heureusement, c'est typiquement le genre de jeu où on a envie que ce soit immersif. Ensuite, la coopération, il faudra bien sûr s'entraider pour espérer pouvoir peut-être en sortir vivant, et encore, c'est pas garanti. On aura donc différents personnages légèrement asymétriques, on aura un plateau de sélection d'action, on aura également donc du déplacement sur la map pour espérer choper du matos, trouver des indices, etc. etc. Bien sûr des actions de combat face aux différents monstres et autres zombies en tout genre. Et puis on a aussi l'aspect de, comment dirais-je, de poursuite par les monstres, on va dire pour simplifier, ainsi que le shérif qui lui aussi est possédé et donc est à vos trousses. Et pour espérer l'emporter, il va falloir trouver simplement une sorte de sortie, différents items d'abord qui vont vous permettre de mettre fin à la malédiction et ensuite pouvoir quitter la ville, en gros. Donc relativement classique là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'original en termes de thématique. What's in the box très rapidement, donc les différents plateaux que l'on peut voir ici, max de cartes dans tous les sens, quelques petits éléments de décor plutôt classe, plutôt immersif encore une fois. Et puis on arrive tout de suite au shipping avec le Canada 20, 28, 21, 29, ça dépendra donc du niveau de pledge que vous avez sélectionné. Sachez que là, 20, 28, en fait, c'est la distinction entre les US, enfin le dollar américain et les dollars canadiens. Donc, c'est pas deux sommes différentes en réalité. Pour l'Union Européenne, c'est 15 $
américains, on va dire, ou 16 $. Il y aura des extensions disponibles durant la campagne également. Et puis pour nous au Japon, ce serait a priori 25 ou 30 $ de frais de port. Les extensions sont ici, donc ça c'est un tout petit peu bizarre. Généralement, vous le savez, le shipping c'est à la fin de la campagne, et donc quand on arrive au shipping, après on quitte la page. Sauf que là, non, il faut aller un petit peu plus bas pour espérer voir les extensions. Donc en termes de stratégie, d'approche visuelle de la campagne, c'est pas forcément très très bien joué. On aura donc des extensions avec ici God's Last Chance, et puis on en aura une seconde, je crois. Non, je la trouve pas. Je la trouve pas, mais il y en a une seconde. D'ailleurs, elle est mentionnée dans le shipping. Base plus one or two expansions. Donc oui, a priori, il y en aura bien une deuxième. Mais je la trouve pas. À moins que ce soit ça, hein, case file avec donc 120965, je ne sais pas. Et donc God's Last Chance, à moins que ce soit une seule boîte, deux extensions incluses, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout pour Kanata, le projet de Monsieur Gabriel, on va dire, pour simplifier, parce qu'il a un nom difficilement prononçable, parce que c'est un jeune développeur qui nous vient de la nation Mohawk, donc les natifs américains. Voilà donc pour Kanata, disais-je, 911 contributeurs, 44 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, c'était également le dernier plat principal de la semaine. On va donc entamer et conclure le seul dessert de la semaine. Et le seul dessert de la semaine, il s'agit bien sûr de Matkala. Vous le savez certainement, hein, vous l'avez remarqué de par la DA, c'est assez évident, et puis le sous-titre qui va là, c'est un jeu dans l'univers de Wonderland's War, qui est très récemment sorti en VF grâce à Lucky Duck Games, même si Lucky Duck Games se sont un petit peu mis très légèrement dans la sauce avec la VF avortée pas de Andromeda's Edge, qui lui pour le coup verra le jour en français, mais pour Dwellings of Eldervale, son grand frère on va dire. Et donc Matkala, Wonderland's Wargame, 2430 contributeurs d'ores et déjà, 130 000 € d'engrangés 13 jours avant la fin de cette relativement courte campagne. On se replonge donc dans l'univers de Wonderland's War, mais cette fois-ci avec un jeu de Mancala, Madkala parce que donc Mad Tea Party, hein, les cérémonies de thé du Chapelier Fou dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, avec du Mancala, d'où ce petit jeu de mots. Cette fois-ci, on n'est plus sur un jeu de 1 à 5 joueurs, si mes souvenirs sont bons, ce qui était le cas donc pour Wonderland's War. Cette fois-ci, on est sur un jeu de duel, donc du 1 contre 1, du 1v1, 2 joueurs, vous l'aurez compris, pour des parties très très courtes, 30 minutes uniquement, donc on est un jeu très très facile à sortir potentiellement, et c'est pour 14 ans et plus. On a ici un petit aperçu de la présence sur table, ça reprend pas mal de l'esthétique de Wonderland's War bien évidemment, il y a même des illustrations qui sont carrément reprises, et en même temps c'est normal, c'est le même studio, c'est le même illustrateur également. On a toujours cette table du Chapelier Fou autour de laquelle vont se dérouler les événements, parce qu'en fait vous allez incarner un personnage de l'univers de Wonderland's War, et vous allez venir à une sorte de justement de thé avec le Chapelier Fou. Vous allez être accompagné par votre plus one comme on dit en anglais, à savoir un invité, votre adversaire en face de vous également, et à partir de là, donc eh bien la partie commence. Donc vous allez prendre votre personnage ainsi que son plus one, son invité, et ensuite, face à votre adversaire, vous vous joignez à la table du Chapelier Fou, et à partir de là, on va donc utiliser ce mécanisme qu'est le Mancala, que j'apprécie beaucoup, notamment pour Ostia, qui est un de mes jeux préférés. Et donc, Mancala, hein, on prend des pièces sur l'une des assiettes que l'on voit ici, et par exemple, si on a 3, on en lâche une ici, et une ici, et on applique l'action qui s'y trouve. Et en plus de ça, il y aura bien évidemment des spécificités, des spécificités un petit peu asymétriques en fonction des personnages que vous allez choisir, ainsi que de l'invité qui va vous accompagner, que vous pourrez aussi activer pour aller pourrir votre adversaire, puisqu'il s'agit encore une fois, je le répète, d'un jeu de duel, donc pas mal d'interactions, pas forcément très positives, vous vous en doutez. Il y aura aussi en plus le deck des personnages Commoner, qui était également présent en partie dans le jeu Wonderland's War, qui seront aussi recrutables, utilisables, parfois en one-shot, parfois peut-être sur le long terme, etc. Et donc, on va simplement appliquer un max de dégâts à nos adversaires pour espérer les terrasser et l'emporter. Voilà, c'est relativement simple pour ce qui est du pitch du jeu. Il s'agit quand même de Manny Tremblay, un des deux auteurs, ils sont deux pour le coup, et c'est aussi l'illustrateur.
et dans un univers qui était plutôt très apprécié, un jeu qui a quand même su conquérir le public qui l'avait backé à la première heure, qui a ensuite sorti une campagne pour une extension qui avait bien marché également. Il y avait eu quelques petits soucis au début en termes d'équilibrage sur certains personnages, sur certains personnages qui ont été entre-temps corrigés. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est à souligner. Donc a priori, on est sur un jeu qui devrait trouver son public assez aisément et qui a certains gages potentiels de qualité à confirmer une fois que le jeu atteindra bien sûr les backers et la table, mais a priori on peut partir sur une opinion plutôt positive d'emblée, même si encore une fois c'est à confirmer bien évidemment. Encore une fois, très beau matos, comme c'est toujours le cas avec Druid City Games, d'ailleurs je ne l'ai pas encore mentionné, 11e projet pour Druid City Games, que vous reconnaîtrez peut-être pour certaines campagnes vraiment très couronnées de succès, hein, très simplement. Bloodstone, toujours pas, hein, ça on attend encore la nouvelle sortie de Bloodstone qui avait connu une annulation alors que c'était un projet hyper attendu, mais pour ce qui est des projets qui eux ont vraiment trouvé leur public, la forêt des frères Grimm déjà, qui est maintenant dans le commerce assez régulièrement, Tidal Blades, un des jeux préférés de Xavier, Wonderland's War, un des jeux préférés de Xavier également, mais également donc, le fameux Wonderland's War qui avait fait un très beau succès également. Le What's in the Box, hein, je vous l'ai montré un tout petit peu tout à l'heure, donc ça on passe, il y a même l'insert qui est très clean également. Ensuite les previews, mais malheureusement rien en français, dommage. D'ailleurs notez qu'il n'y a pas de VF durant la campagne, ça aussi c'est un petit peu dommage, mais bon, là-dessus je pense que vous pouvez aller toquer à la porte de Lucky Dog Games, il devrait y avoir une VF assez rapidement, puisque le succès en plus est au rendez-vous. L'édition Deluxe est donc à 45$, elle inclut également l'extension Caterpillar, également une pièce de métal, et puis une extension créée par les backers. Alors créée par les backers, c'est pas exactement aussi simple que ça, c'est avec l'aide des backers qu'on va créer une extension. Et puis directement un groupe pledge, donc un pledge groupé, autrement dit, il y a une édition Deluxe et c'est tout. Il n'y a pas d'édition un peu standard, on va dire, durant cette campagne. Peut-être que l'édition qui sera amenée à être localisée, elle sera un peu plus standard et donc un peu moins quali en termes de matos. Ça, ma foi, je ne pourrais pas vous le dire, c'est à confirmer. En add-on, vous pouvez aussi ajouter, bien sûr, Wonderland's War, donc le premier de nom, le jeu beaucoup plus consistant en termes de matos, beaucoup plus gros également et beaucoup plus cher, hein, 150 boules quand même. L'extension Shards du même jeu pour ceux qui l'auraient raté à 24$, quelques petites cartes promo, des dés de faction, très jolis effectivement pour 14$. Des petits reposes miniatures, je sais pas comment ça s'appelle, des anneaux pour vos miniatures, pour les distinguer un peu plus avec des couleurs différentes. Les premium chips pour Wonderland's War, hein, pas pour ce jeu-là mais pour le précédent. 69$ pour des chips un peu façon poker en plastique. C'est quand même très cher, mais bon, c'est vrai qu'ils sont quali. Un deck de poker, juste deck de cartes, tout à fait classique, mais avec les illustrations de Manny Tremblay dans l'univers de Alice, donc quand même ça fait plaisir. Et donc les deux personnages qui, avec quelques petits soucis d'équilibrage, qui ont donc de nouveaux plateaux disponibles et qui sont à nouveau disponibles dans cette campagne pour 8$. Et puis finalement donc le shipping, pour le Canada c'est 16$ à l'unité, 25$ pour les pledges groupés. Pour l'Europe c'est divisé en deux zones, pour ce qui est de la Belgique ou encore de la France, ou même encore de la Suisse d'ailleurs, ou encore le Luxembourg, donc pas mal de pays francophones, c'est 15$, et puis sinon j'imagine que pour nos amis suisses, ça doit être 22, j'imagine, ouais c'est ça, Switzerland, Monaco également, 22$ de frais de port, et puis pour nous au Japon, ce serait 30$ de frais de port pour un jeu qui coûte genre 45$, ça fait quand même beaucoup, donc à mon avis Xavier ne va pas se ruer dessus, même si ce n'est certainement pas l'envie qui lui manque. Voilà donc pour ce qui est de Matkala, le nouveau projet de Druid City Games, avec pour l'instant près de 2500 contributeurs, 130 000 € d'engrangés d'ores et déjà, 13 jours avant la fin de cette campagne. Et du coup, ma foi, c'est tout pour cette semaine de menu crowdfunding avec mon t-shirt de beauf qui est également, et surtout, mon pyjama, donc vous me l'excuserez, hein, puis c'est aussi pour faire plaisir à notre très cher Zeugma qui aime toujours autant mes t-shirts. Là, ça va être la saison des pulls très bientôt, donc il fallait que je marque le coup. Du coup, je répète un petit peu plusieurs mots, hein, c'est très redondant, mais que voulez-vous, il est 23h et je dois taper le montage juste après. Donc la fatigue. Et donc, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc je vais fermer, encore une fois, ma mouille. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des Ludovores, que ce soit pour le menu crowdfunding ou pour d'autres vidéos, avec Xavier par exemple. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.